le bruit des tiroirs qui tombent comme des coups de feu dans l'air calme du soir. Simone, figée au bord de leur king size, regardait son mari, avec qui elle était mariée depuis 8 ans, fourrer ses costumes coûteux dans des valises en cuir avec l'urgence d'un homme fuyant un immeuble en feu. Chaque vêtement qui disparaissait dans ses sacs lui semblait comme un PAN de leur vie commune qui s'effaçait. « Tu n'es pas obligé de tout emballer ce soir, James, » dit-elle doucement, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Elle avait prononcé son nom de travers toute la soirée, donnant l'impression d'une question plutôt que d'une affirmation, comme si elle demandait la permission de continuer à l'appeler son mari. James ne leva pas les yeux de ses bagages. Sa mâchoire était crispée, avec cette expression obstinée dont elle se souvenait de leur première dispute à propos d'argent, quand ils étaient jeunes et fauchés et pensaient que l'amour pouvait tout arranger. « Je veux que ça se termine. » Catherine Emmettand. Catherine. Ce nom frappait Simone comme une claque à chaque fois qu'il le prononçait. Catherine Williams, la riche veuve qui possédait la moitié des restaurants du centre-ville et conduisait une voiture qui coûtait plus cher que la plupart des maisons. Catherine qui avait en quelque sorte volé le cœur et la loyauté de son mari en l'espace de 6 mois. « Et ton travail ?» demanda Simone, cherchant une raison qui pourrait le faire rester, même si elle savait que c'était inutile. « Tu ne peux pas quitter Sterling Industries comme ça. Tu as travaillé si dur pour en arriver là. » James la regarda enfin, et la froideur de son regard lui fit perdre espoir. Ce n'était plus l'homme qui lui apportait son café au lit tous les matins. Ce n'était plus l'homme qui lui avait promis de l'aimer envers et contre tout. C'était un inconnu portant le visage de son mari. « Mon travail ira bien, » dit-il en pliant une autre chemise avec une précision mécanique. Catherine a des relations. Elle connaît des gens qui peuvent m'aider à obtenir quelque chose de mieux. Quelque chose qui me paie à ma juste valeur. Sa façon de dire « à ma juste valeur » indiquait clairement qu'il pensait que Sterling Industries le freinait. Il indiquait clairement qu'il pensait qu'elle aussi le freinait. Simone le regarda ranger son alliance dans une petite boîte et la ranger soigneusement dans sa serviette. La vue de ce simple anneau en or disparaissant lui fit frémir la poitrine. Ils avaient acheté ces bagues ensemble dans une petite bijouterie du centre-ville, économisant pendant des mois pour s'offrir même les plus simples d'entre elles. Elle avait été si fière d'eux à l'époque, si fière de ce qu'ils représentaient. « J'ai besoin que tu comprennes quelque chose, » dit James en se redressant et en lui accordant enfin toute son attention. « Il ne s'agit pas seulement de Catherine. Il s'agit de mon désir d'en faire plus. J'ai 42 ans, Simone. Je devrais avoir une maison plus grande, une meilleure voiture, des vacances sans camping dans les parcs nationaux. Je devrais vivre comme si j'étais importante. »« Tu es importante, » dit-elle, détestant son air désespéré. « Tu es importante pour moi. Ça ne suffit plus. » Les mots flottaient entre eux comme la fumée d'un incendie qui avait déjà tout réduit en cendres. Simone sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, quelque chose qui se tordait et se tordait encore, se brisant enfin en deux. Elle s'attendait à son départ. Elle l'avait vu venir depuis des semaines, à sa façon de commencer à travailler tard, de cesser de rire à ses blagues, de la regarder au-delà d'elle lorsqu'il parlait. Mais elle n'était pas préparée à la cruauté de la situation, au rejet total de tout ce qu'ils avaient construit ensemble. 8 ans, dit-elle, plus pour elle-même que pour lui. 8 ans de mariage et tu les gâches pour quelqu'un que tu connais depuis 6 mois. Je ne jette rien, dit James en fermant sa plus grande valise. Je choisis enfin d'être heureux. Catherine me donne l'impression d'être l'homme que je suis censé être. Elle apprécie ce que j'apporte à notre relation. Elle ne me fait pas culpabiliser de vouloir de belles choses. Je ne t'ai jamais culpabilisé de vouloir de belles choses. Tu n'avais pas besoin de dire quoi que ce soit. C'était dans la façon dont tu me regardais quand je parlais d'acheter une meilleure voiture ou de déménager dans un quartier plus agréable. Comme si j'étais égoïste de vouloir améliorer notre situation. Simone le fixa du regard, cherchant une trace de l'homme dont elle était tombée amoureuse à la fac. L'homme qui disait que tant qu'ils étaient ensemble, rien d'autre n'avait d'importance. L'homme qui plaisantait sur les riches et leurs problèmes. Cet homme semblait avoir complètement disparu, remplacé par quelqu'un qui mesurait sa valeur à la taille de son compte en banque et aux opinions de personnes qui n'avaient jamais lutté pour quoi que ce soit. « Je te regardais comme ça parce que nous ne pouvions pas nous permettre ces choses-là, » dit-elle. J'essayais d'être réaliste concernant nos finances. « Nos finances ?» répéta James en secouant la tête. « C'est bien là le problème. Tu as toujours agi comme si nous étions des étudiants fauchés.
comme si on ne pouvait pas aspirer à mieux. Catherine voit en moi un potentiel que tu n'avais jamais perçu. L'accusation la frappa comme un coup dur. Elle avait vu son potentiel. C'était elle qui l'avait encouragé à postuler à de meilleurs postes, à demander des augmentations, à croire en lui. C'était elle qui avait cumulé 2 emplois pendant qu'il terminait ses études de commerce. C'était elle qui célébrait chaque promotion, chaque succès, chaque avancée dans sa carrière. Comment tout cela avait-il pu être oublié? Comment tout cela avait-il pu être réécrit dans son esprit alors qu'elle le retenait? J'ai vu ton potentiel tous les jours pendant 8 ans, dit-elle, et cette fois, sa voix était plus forte. J'étais là quand tu as obtenu ton diplôme. J'étais là quand tu as décroché ton premier vrai travail. J'étais là quand tu as été promu à la direction. J'ai fêté ça avec toi. Tu as fêté ça comme si c'était suffisant, a déclaré James. Comme si on devait juste être reconnaissant et arrêter d'en vouloir plus. Catherine célèbre comme si ce n'était que le début. Il prit ses valises et se dirigea vers la porte de la chambre. Simone le regarda partir, avec l'impression de regarder un film sur la vie de quelqu'un d'autre. Cela ne pouvait pas lui arriver. Ce ne pouvait pas être la fin de tout ce qu'ils avaient construit ensemble. « James !» lui cria-t-elle. Il s'arrêta sur le pas de la porte, mais ne se retourna pas. « Qu'est-ce que je suis censé dire aux gens? Qu'est-ce que je suis censé dire à ta mère? Dis-leur que j'avais enfin décidé d'arrêter de me contenter de peu. » Les mots le suivirent dans le couloir et hors de la maison. Simone entendit sa voiture démarrer dans l'allée, l'entendit reculer et s'éloigner. Puis la maison se tut, à l'exception du bruit de sa respiration et du tic-tac de l'horloge sur la table de nuit. Elle resta assise là un long moment, à contempler le placard vide où ses vêtements étaient autrefois accrochés. L'espace paraissait plus grand maintenant, comme si la pièce entière s'était agrandie pour combler le vide qu'il avait laissé. Elle devrait pleurer, pensa-t-elle. Elle aurait dû être dévastée. Elle aurait dû s'effondrer. Au lieu de cela, elle se sentait vide. Creux, comme si quelqu'un avait fouillé dans sa poitrine et en avait retiré tout ce qui avait pu y vivre. Au bout d'un moment, elle se leva et se dirigea vers la cuisine. Elle se prépara une tasse de thé et s'assit à la table qu'ils avaient achetée ensemble lors d'un vide-grenier 3 ans auparavant. Cette table dont James s'était toujours plaint, leur disant qu'il devrait prendre quelque chose de plus joli, quelque chose qui n'aurait pas de rayures sur le bois ni d'éclats de peinture sur les pieds. Elle observa la petite maison qu'ils avaient achetée ensemble, les meubles dépareillés qu'ils avaient collectionnés au fil des ans, les photos aux murs témoignant de leur vie commune. Elle ne savait pas grand-chose. Mais ce n'était pas le genre de maison qui impressionnait les gens ou leur donnait un sentiment d'importance. Mais c'était à eux. C'était chez eux. Maintenant, c'était à elle. Et elle n'avait aucune idée de ce qu'elle était censée faire avec ça. Le téléphone sonna vers 22 heures. Pendant un instant, son cœur fit un bond, pensant que c'était peut-être James qui appelait pour dire qu'il avait fait une erreur, qu'il rentrait à la maison. Mais l'afficheur affichait le numéro de sa sœur. « Dis donc, Nina, répondit-elle en essayant d'avoir l'air normal. « Oh chérie, dit Nina, et Simone entendit dans sa voix qu'elle le savait déjà. James a appelé maman. Il lui a tout raconté. « Tu vas bien? »« Je vais bien » a menti Simone. « Non, tu ne viens pas. J'arrive. »« Tu n'es pas obligé. Je suis déjà dans ma voiture. » Nina est arrivée 20 minutes plus tard avec de la glace, du vin et ce regard féroce qui laissait présager qu'elle était prête à en découdre. Elle a jeté un coup d'œil à Simone assise à la table de la cuisine, vêtue des mêmes vêtements qu'elle portait toute la journée, tenant toujours la même tasse de thé froid, et l'a serrée dans ses bras, imprégnée de son parfum et de sa détermination à tout arranger. « C'est un idiot. »« C'est simplement Nina. »« Mais il n'a pas tort, » dit Simone. « Je l'ai retenu. J'étais toujours préoccupé par l'argent, j'essayais toujours d'être pragmatique. Peut-être que si j'avais davantage soutenu ses ambitions. »« Arrête, » dit Nina fermement. « N'ose pas te blâmer pour ça. Tu as soutenu cet homme à travers toutes les épreuves. Tu as bossé comme une folle pendant ses études. Tu as célébré chacun de ses succès. Tu étais une bonne épouse, Simone. S'il ne le voit pas, alors il ne te mérite pas. » Ils étaient assis ensemble dans la cuisine, mangeant une glace et parlant de tout et de rien. Nina lui parlait du travail, de ses enfants, du voisin qui laissait sans cesse des mots passifs-agressifs sur la hauteur de sa pelouse. Des choses normales. La vie continue. Des choses qui rappelaient à Simone que le monde continuait de tourner, même si le sien s'était arrêté. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» demanda Nina en s'apprêtant à partir. « Je ne sais pas, admit Simone. Je vais trouver.
Tu trouveras, dit Nina. Tu es plus fort que tu ne le penses. Tu l'as toujours été. Après le départ de Nina, Simone a traversé la maison, éteignant les lumières et verrouillant les portes. Dans la chambre, elle fixa longuement le côté vide du placard de James. Puis elle ferma la porte et s'endormit seule dans leur lit pour la première fois depuis 8 ans. Elle rêva de l'université, du jour où elle et James s'étaient rencontrés pour la première fois en cours d'économie. Il était drôle, gentil et plein de rêves qui n'avaient rien à voir avec l'argent ou le statut social. Il voulait changer le monde. Il voulait construire quelque chose de significatif. À son réveil le lendemain matin, elle réalisa qu'en chemin, ils avaient tous deux oublié qui ils étaient. La différence, c'est qu'elle se souvenait encore de qui elle voulait devenir. Simone se réveilla dans le silence. Depuis 8 ans, elle se réveillait au son de James prenant sa douche ou préparant son café, ou de sa voix douce au téléphone qu'il utilisait pour ses appels professionnels qu'il ne voulait pas qu'elle entende. L'absence de ces bruits lui semblait étrange, comme se réveiller dans une maison où toutes les horloges se seraient arrêtées. Elle resta un moment allongée dans son lit, les yeux rivés au plafond, cherchant à savoir ce qu'elle était censée faire d'un mardi matin qui lui appartenait entièrement. Elle avait pris un jour de congé, pensant qu'elle aurait besoin de temps pour s'effondrer. Mais s'effondrer demandait une énergie qu'elle ne semblait pas avoir. Finalement, elle se leva et fit du café. Elle était assise à la table de la cuisine avec son ordinateur portable, les yeux rivés sur la page de son compte bancaire, sans vraiment voir les chiffres. Leur compte joint, qui serait désormais son seul compte. Leur prêt immobilier, qui serait désormais sa seule responsabilité. Leur vie, qui n'était plus que la sienne, n'était plus aussi mauvaise qu'elle l'avait imaginé. Ils avaient été prudents avec l'argent, malgré ce que James disait d'elle, la jugeant trop pragmatique. Ils avaient des économies. Elle pourrait payer son prêt immobilier avec son propre salaire, au moins pendant un certain temps. Elle pourrait trouver une solution. Son téléphone vibra, un SMS de son patron lui parvint. « Prenez tout votre temps. On s'occupe de tout ici. » Lisa Chin avait été plus qu'une simple patronne pour Simone ces 3 dernières années. Elle avait été une mentor, une amie, quelqu'un qui voyait en elle un potentiel que Simone ne voyait parfois pas en elle-même. Travailler comme assistante de direction de Lisa chez Sterling Industries avait été le meilleur emploi que Simone ait jamais eu, même si James avait toujours donné l'impression qu'elle gaspillait son talent au profit d'autrui. Un autre message est arrivé de sa mère. « Ta sœur m'a raconté ce qui s'est passé. Viens passer un moment avec nous. » L'idée était tentante. Rentrer chez ses parents, dormir dans son ancienne chambre, laisser sa mère cuisiner pour elle et s'inquiéter pour elle comme si elle était encore une enfant. Mais fuir ne résoudrait rien. Elle avait 38 ans. Elle avait une maison, un travail, une vie complètement séparée de celle de James, même si elle l'avait oublié pendant un moment. Elle lui a répondu « Merci, mais je suis bien ici. Je t'appelle plus tard. » Vers midi, elle se força à prendre une douche et à s'habiller. Elle traversa la maison, la voyant différemment maintenant qu'elle était à elle seule. Le petit salon dont James s'était toujours plaint lui parut soudain confortable, au lieu d'être exigu. La cuisine, avec ses vieux appareils électroménagers et sa vaisselle dépareillée, lui parut chaleureuse et familière. Le jardin, que James avait jugé trop petit pour recevoir, semblait parfait pour le potager qu'elle avait toujours voulu cultiver, mais pour lequel elle n'avait jamais eu le temps. Peut-être que cette maison n'avait jamais été trop petite. Peut-être que James était simplement devenu trop grand pour elle. Elle était en train d'arracher les mauvaises herbes du parterre de fleurs près de la porte d'entrée lorsque Madame Patterson, la voisine, arriva avec un plat à gratin recouvert de papier aluminium. « J'ai entendu parler de James, » dit doucement la vieille dame. « Je suis désolé, mon cher. Madame Patterson habitait le quartier depuis 40 ans. Elle avait vu des familles s'installer et déménager, des mariages naître et se terminer, et avait probablement été témoin de plus de drames humains que quiconque aurait pu en vivre dans une vie. Elle ne posa pas de questions ni ne prodigua de conseils. Elle se contenta de tendre la cocotte et de serrer l'épaule de Simone. « Du poulet et du riz, dit-elle. Ça se conservera une semaine au réfrigérateur. »« Merci, dit Simone avec sincérité. Ce soir-là, elle mangea le ragoût de Madame Patterson en regardant un film qu'elle avait toujours voulu voir, mais qui n'avait jamais intéressé James. C'était une comédie romantique des années 90, prévisible et douce, exactement ce dont elle avait besoin. Elle rit à des passages qui n'étaient même pas drôles, pleura pendant la fin heureuse et sentit une petite chaleur se développer en elle. Une fois le film terminé,
Elle appela Nina. « Comment vas-tu » demanda sa sœur. « Mieux que prévu. » dit Simone, et elle comprit que c'était vrai. « Je pense que ça va aller. »« Bien sûr que oui. Tu es une survivante. Quand as-tu su ça de moi ?»« Toujours. » dit Nina sans hésiter. « Même quand on était enfant. Tu te souviens quand papa a perdu son emploi et que maman était si inquiète pour l'argent? Tu n'avais que 12 ans, mais tu as commencé à faire du babysitting et à donner tous tes revenus à maman. Tu n'y as même pas pensé. Tu as juste vu ce qu'il fallait faire et tu l'as fait. » Simone avait oublié ça. Apparemment, elle avait oublié beaucoup de choses sur elle-même. « Je veux te demander quelque chose, » dit-elle. « Et je veux que tu sois honnête. Toujours. Penses-tu que j'ai freiné James? Penses-tu que j'étais trop concentré sur le pragmatisme et que je ne soutenais pas assez ses rêves? » Nina resta silencieuse un long moment. « Simone, tu as travaillé à deux pendant que cet homme terminait ses études. Tu as célébré chaque promotion qu'il a obtenue comme si c'était la tienne. Tu ne t'es jamais plainte quand il voulait acheter quelque chose de cher, même quand il n'avait pas beaucoup d'argent. Vous l'avez encouragé à postuler à de meilleurs postes. Vous avez été son plus grand soutien pendant 8 ans. S'il ne s'en souvient plus, ce n'est pas parce que vous n'en avez pas fait assez. C'est parce qu'il a choisi d'oublier. Mais peut-être, pas de peut-être, dit Nina fermement. Arrête de vouloir te reprocher ses choix. Il a décidé de partir. Il a décidé que ce que vous aviez construit ensemble ne lui suffisait pas. C'est de sa faute, pas de la tienne. Après avoir raccroché, Simone resta assise dans le silence de la maison et repensa à ce que Nina avait dit. Elle avait été la plus grande supportrice de James. Elle avait célébré ses succès, soutenu ses objectifs, fait des heures supplémentaires pour financer ses études. Elle avait été une bonne épouse, même s'il ne le voyait plus. Pour la première fois depuis son départ, elle ressentait autre chose qu'un vide. Elle était en colère. Le lendemain matin, elle retourna au travail. Elle entra dans l'immeuble de Sterling Industries, la tête haute et les épaules droites, essayant d'oublier que James travaillait au 7e étage tandis qu'elle travaillait au 15e. Elle essayait de ne pas se demander si les gens savaient ce qui s'était passé, s'ils la regardaient avec pitié, curiosité ou soulagement que le drame ne leur soit pas imputable. Lisa l'attendait dans son bureau avec un café et une pile de dossiers à traiter. « Comment vas-tu » demanda Lisa en scrutant attentivement le visage de Simone. « Je vais bien, » dit Simone. « Prête à travailler. »« Bien, » dit Lisa, « parce que j'ai quelque chose à vous dire. » Ils ont passé la matinée à examiner les rapports trimestriels et à préparer une réunion du conseil d'administration. C'était un travail familier, réconfortant par sa routine et son attention exigeante. Elle avait toujours été douée dans son travail, même si James n'avait jamais semblé particulièrement impressionné. Elle était organisée, efficace et douée avec les gens. Elle pouvait gérer plusieurs projets à la fois et ne manquait jamais une échéance. Vers midi, Lisa ferma la porte de son bureau et s'assit en face de Simone. « Je veux te parler de ton avenir ici, » dit-elle. « Mon avenir. Tu es mon assistant depuis 3 ans et tu as été exceptionnel. Mais je pense que tu es prêt à assumer davantage de responsabilités. Je te recommande pour le nouveau poste de responsable des opérations. » Simone la fixa du regard. Responsable des opérations, cela signifierait une augmentation de salaire significative. Votre propre bureau. Votre propre assistant. Vous dirigerez une équipe de 12 personnes et superviserez 3 grands comptes. Je n'ai pas de diplôme de commerce, répondit Simone machinalement. Tu as quelque chose de mieux, dit Lisa. Tu as de l'expérience, de l'intelligence et le respect de tous dans ce bâtiment. Tu sais comment ça marche ici mieux que la plupart des managers diplômés. L'offre lui semblait surréaliste, comme si elle arrivait à d'autres personnes. Plus ambitieuse, plus chanceuse qu'elle. Pourquoi moi demanda-t-elle. Parce que tu es la personne idéale pour ce poste, dit simplement Lisa. Et parce qu'il est temps que tu sois reconnu pour ta valeur ajoutée à l'entreprise. Simone pensa à James, à ses plaintes selon lesquelles elle n'avait jamais aspiré à plus, n'avait jamais insisté pour en obtenir plus. On lui offrait encore quelque chose, comme un cadeau dont elle ignorait même qu'elle le désirait. « Il faudra que j'y réfléchisse, » dit-elle. « Bien sûr. Prends tout ton temps. » Mais Simone, Lisa S.I. pencha en avant, elle l'air sérieux. Ne laissez personne vous faire croire que vous n'en êtes pas capable. Vous l'êtes. Vous l'avez toujours été. Cet après-midi-là, Simone se retrouva debout près de la fenêtre du bureau de Lisa, contemplant la ville en contrebas. Du 15e étage, tout paraissait petit et facile à gérer. La circulation, les gens,
les problèmes qui semblaient si énormes lorsqu'on se trouvait au milieu. Elle pensait à James et à sa nouvelle vie avec Catherine. Elle pensait à la maison qui lui appartenait désormais entièrement, à l'avenir qu'elle pouvait désormais entièrement façonner. Elle pensait à la jeune fille qu'elle avait été à l'université, pleine de rêves et d'ambitions qu'elle avait tant bien que mal réussi à abandonner au fil des ans. Il était peut-être temps de se rappeler qui elle avait toujours rêvé de devenir, avant de se concentrer sur les rêves des autres au point d'en oublier les siens. Il était peut-être temps d'arrêter de jouer la sécurité et de commencer à jouer pour gagner. 3 semaines après le départ de James, Simone accepta le poste de responsable des opérations. Son premier jour à son nouveau poste a commencé par une réunion d'équipe où elle a été présentée à l'équipe qu'elle dirigerait désormais. Elle avait à peine dormi la nuit précédente, relisant ses notes et répétant son discours. La salle de conférence était pleine à son arrivée. 12 visages la regardèrent, avec des expressions allant de la curiosité au scepticisme, en passant par un accueil sincère. C'étaient des personnes avec qui elle avait travaillé pendant 3 ans, mais toujours comme l'assistante de Lisa, jamais comme leur égale. Désormais, elle serait leur patronne. « Bonjour à tous », dit-elle en posant son dossier sur la table. Je sais que cette transition peut paraître inhabituelle et je tiens à aborder ce point immédiatement. Je comprends que certains d'entre vous aient des questions sur mes qualifications ou se demandent pourquoi ce poste n'a pas été publié en externe. Tom Rodriguez, qui travaillait dans l'entreprise depuis 15 ans, s'est adossé à son siège. Franchement, oui, je me posais la question. Simone seguirá tendait. Tom était bon dans son travail, mais il avait tendance à défier l'autorité, surtout quand celle-ci était nouvelle ou différente de ce à quoi il était habitué. C'est juste, dit-elle. Voici ce que je peux vous dire. Je travaille en étroite collaboration avec Lisa Chen depuis 3 ans. J'ai suivi tous les projets de ce service, géré la planification et la coordination de la plupart d'entre eux et assuré la communication client pour plusieurs grands comptes. Je connais les systèmes, je connais les clients et je sais ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans ce service. Mais tu n'as aucune expérience en management, insista Tom. Tu as raison. J'ai observé le fonctionnement de ce service depuis 3 ans, d'un point de vue unique. J'ai vu ce que les managers font bien et ce avec quoi ils peinent. J'ai travaillé avec tous les clients, résolu des problèmes qui n'ont jamais été signalés à la direction et assuré le bon déroulement des projets en coulisses. Je ne dis pas que cela fait de moi le candidat idéal, mais cela fait de moi quelqu'un qui comprend ce service sur le bout des doigts. Sarah Kim, l'une des coordinatrices du projet, a pris la parole. Quelle est votre vision pour le département? C'était la question à laquelle Simone s'était préparée. Mon objectif est de simplifier le travail de chacun et de le rendre plus efficace. J'ai constaté le nombre d'heures consacrées à des tâches administratives qui pourraient être simplifiées. J'ai vu des projets retardés à cause de problèmes de communication qui auraient pu être évités. Je souhaite me concentrer sur la création de systèmes permettant à chacun de donner le meilleur de lui-même sans obstacles inutiles. La réunion s'est poursuivie pendant 1 heure. Simone a répondu aux questions sur les structures hiérarchiques, les échéanciers du projet et les préoccupations budgétaires. Certains semblaient convaincus, d'autres restaient sceptiques, mais tous ont fait preuve de professionnalisme. À la fin, elle avait le sentiment d'avoir au moins mérité le droit de faire ses preuves. Après la réunion, Sarah est restée en retrait. « Je voulais juste dire que je trouve ça génial », a-t-elle dit. « Vous avez toujours été d'une grande aide lorsque j'avais besoin de quelque chose, et vous connaissez les clients mieux que quiconque. J'ai hâte de travailler avec vous », a déclaré Simone. Cela signifie beaucoup. Sa première semaine a été un tourbillon de réunions, de rapports et d'apprentissage des rouages du management. Elle a découvert qu'être responsable impliquait de gérer des conflits de personnalité, des contraintes budgétaires et des délais serrés qu'elle n'avait jusqu'alors que perçus de loin. Mais elle a aussi découvert qu'elle excellait dans ce domaine. Elle savait arbitrer les conflits, prendre des décisions sous pression et motiver les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes. Le plus dur était de croiser James dans l'ascenseur ou à la cafétéria. Sterling Industries était une grande entreprise, mais pas assez pour éviter complètement quelqu'un. La première fois qu'elle a vu après sa promotion, il a eu une réaction qui aurait été drôle dans d'autres circonstances. « Directeur des opérations », a-t-il dit en lisant la plaque signalétique sur la porte de son nouveau bureau. « C'est vrai », dit-elle sans s'arrêter pour discuter. Comment était-ce possible? La question l'irritait. Comme s'il ne pouvait pas imaginer qu'elle soit qualifiée pour autre chose que répondre au téléphone et organiser des réunions. « J'ai été promue », dit-elle simplement. « Mais tu n'as pas de diplôme de commerce. » « Non, je n'en ai pas. »
Apparemment, l'expérience et la compétence comptent plus que je ne le pensais. Elle s'éloigna avant qu'il puisse répondre, mais elle l'entendit parler à quelqu'un plus tard dans le couloir. Je n'arrive pas à croire qu'ils aient donné un poste de direction à Simone. Elle n'avait jamais rien réussi de sa vie. Les commentaires la blessaient, même si elle s'y attendait. James ne l'avait jamais vue comme quelqu'un avec un potentiel de leadership. Dans son esprit, elle était la personne qui soutenait les détails pour que les autres puissent se concentrer sur les grandes lignes. L'idée qu'elle puisse elle-même avoir une vision d'ensemble ne lui était jamais venue à l'esprit. Mais Lisa, et les dirigeants qui avaient approuvé sa promotion, y étaient parvenus. Sarah et les autres membres de l'équipe s'en étaient rendus compte, lui faisant part de leurs idées et sollicitant son avis sur les projets. Les clients l'avaient également félicité pour la fluidité de son management. Le problème n'était peut-être pas son manque d'ambition ou de leadership. Le problème était peut-être qu'elle avait passé 8 ans avec quelqu'un qui ne voyait pas ses qualités en elle. 2 mois après son arrivée dans son nouveau poste, elle a reçu un appel d'un client avec lequel elle n'avait jamais travaillé directement. Peterson Manufacturing était une PME qui rencontrait des difficultés avec son cabinet de gestion de projet actuel. Il souhaitait rencontrer Sterling Industries pour reprendre leur compte. « J'ai entendu du bien de votre équipe opérationnelle », a déclaré M. Peterson lors de leur conversation téléphonique. « Plus particulièrement de vous. J'aimerais organiser une réunion. » Elle s'est bien passée. Plus que bien. Peterson Manufacturing a signé un contrat d'une valeur supérieure à celle de tous les comptes que Simone avait gérés en tant qu'assistante de Lisa. Lorsqu'elle a présenté le contrat signé à Lisa, son ancien patron a souri, avec la satisfaction de quelqu'un dont la confiance en quelqu'un d'autre a été justifiée. « Qu'est-ce que ça fait de décrocher son premier gros client ?» a demandé Lisa. « C'était terrifiant et incroyable », a admis Simone. C'est exactement ce qu'elle devrait ressentir. Ce soir-là, Simone célébra l'événement en s'offrant un dîner dans un restaurant qu'elle avait toujours voulu essayer, mais que James jugeait trop cher. Assise seule à une table, elle dégustait un excellent repas et lisait un livre, et se sentait parfaitement satisfaite. Elle avait oublié ce que c'était que de faire des choix uniquement en fonction de ses envies, sans tenir compte des préférences, du budget ou des opinions des autres sur le type de lieu où il devrait être vu. De retour chez elle, elle arpenta la maison avec un regard neuf. Le salon, que James avait qualifié d'exigu, semblait chaleureux et accueillant. La cuisine, avec ses vieux appareils électroménagers, était parfaite pour les plats élaborés qu'elle avait commencé à préparer le week-end. Le jardin était devenu un véritable jardin d'envie pour le quartier. C'était désormais son espace. Sa vie. Ses choix. Elle avait entendu par des amis communs que James et Catherine vivaient ensemble dans un appartement en centre-ville, dont le prix était 3 fois supérieur à celui de l'hypothèque de cette maison. Elle avait entendu dire qu'il conduisait une voiture neuve, portait des costumes coûteux et fréquentait des soirées avec des propriétaires d'entreprises et de portefeuilles d'investissement. Elle réalisa qu'elle était heureuse pour lui. Non pas qu'il lui manquait ou qu'elle le désirait de retour, mais parce qu'il avait obtenu ce qu'il désirait. Il voulait se sentir important, riche et impressionnant. Il voulait une vie qui, vue de l'extérieur, paraisse réussie. Il avait trouvé cette vie auprès de Catherine. Ce qui l'a surpris, c'était le peu d'envie qu'elle lui portait. La vie qu'il menait maintenant lui paraissait épuisante. Toute cette pression pour maintenir une image qui impressionne, pour prouver sa valeur par des apparences extérieures. Elle préférait sa maison tranquille, son jardin et son travail, où elle était respectée pour sa contribution réelle. Elle préférait une vie authentique plutôt qu'une vie qui se contente d'être belle. Ce soir-là, elle appela Nina pour lui parler du comte Peterson. « Je suis si fière de toi, » dit Nina. « Tu as vraiment trouvé ta voie. »« Je crois que oui, » acquiesça Simone. « C'est étrange. James disait toujours que je n'étais pas assez ambitieuse, mais je crois que je n'étais tout simplement pas ambitieuse pour les bonnes choses. Je ne cherchais pas à impressionner qui que ce soit ni à me donner une certaine importance. J'essayais juste de faire du bon travail. Et maintenant, tu en es récompensé. Waze, ça fait du bien. » Après avoir raccroché, Simone s'est assise dans son salon avec une tasse de thé, repensant au chemin qui l'avait amenée ici. Il y a 6 mois, elle était mariée à un mari insatisfait de leur vie commune. Aujourd'hui, elle était une manager accomplie, avec sa propre équipe, ses propres clients et sa propre vision d'avenir. Les papiers du divorce avaient été finalisés la semaine précédente. Elle les avait signés sans tristesse ni regret, simplement soulagée que la fin juridique corresponde à la fin émotionnelle survenue des mois plus tôt.
Elle était désormais officiellement célibataire, officiellement responsable d'elle-même et de ses propres choix. Cela aurait dû lui faire peur. Au contraire, c'était une sensation de liberté. 6 mois après sa promotion, Simone dirigeait la division la plus rentable de Sterling Industries. Ce qui avait commencé comme un poste de responsable des opérations s'était transformé en un poste plus proche. Au poste de vice-présidente, même si son titre n'avait pas encore officiellement changé. Elle supervisait désormais 15 personnes, gérait 5 grands comptes et avait été invitée à participer aux réunions de direction en tant que consultante en efficacité opérationnelle. Le compte Peterson Manufacturing n'était qu'un début. Le redressement du service opérationnel de Sterling s'était répandu dans le secteur, et de nouveaux clients appelaient régulièrement. Les entreprises, mécontentes de leurs prestataires actuels, se tournaient vers Sterling précisément grâce aux recommandations concernant l'équipe de Simone. Vous êtes en train de vous forger une solide réputation, a déclaré Lisa lors d'un de leurs points de contact hebdomadaires. J'ai entendu dire que Jensen Corp envisageait de nous confier l'intégralité de ses opérations logistiques. Simone m'a confirmé qu'il n'était pas satisfait de leur organisation actuelle. Leur chef de projet est parti le mois dernier et ils sont confrontés depuis à des retards et des problèmes de communication. Ils veulent se rencontrer la semaine prochaine. Ce serait un compte de 40 millions de dollars. Le chiffre paraissait encore irréel à Simone. Il y a 1 an, elle organisait des réunions et prenait des messages. Maintenant, elle négociait des contrats d'une valeur inestimable. Êtes-vous à l'aise avec une telle envergure? Demanda Lisa. Honnêtement, c'est intimidant. Mais je pense que nous pouvons y arriver. L'équipe est solide, nos systèmes fonctionnent et nous avons maintenant un bilan positif. Bien, parce que j'ai des nouvelles qui pourraient vous intéresser. Lisa ferma la porte de son bureau et s'assit en face de Simone. Le conseil d'administration a évoqué une restructuration de l'entreprise. Il souhaite créer un nouveau poste, celui de vice-président principal des opérations, qui superviserait tous les services opérationnels, et pas seulement le nôtre. Simone sentit son estomac se retourner. Tu pars? Non, je progresse. Ils créent un poste de directeur des opérations et me l'ont proposé. Ce qui signifie que mon poste actuel sera disponible. Votre poste actuel? Vice-président exécutif des opérations stratégiques. Vous serez responsable de 4 départements, sous ma responsabilité directe et celle du PDG. Vous disposerez de votre propre assistant de direction, d'une voiture de fonction et d'un compte de dépenses. Les travaux. Simone l'a fixé du regard. Tu es sérieuse? Complètement sérieuse. Au départ, le conseil d'administration hésitait à promouvoir une personne sans MBA, mais vos résultats parlent d'eux-mêmes. Le chiffre d'affaires de votre service a augmenté de 60% depuis votre arrivée. Le taux de fidélisation de la clientèle atteint 95%. Les taux de satisfaction des employés sont les plus élevés de l'entreprise. Je ne sais pas quoi dire. Dites-moi que vous y réfléchirez. Le salaire est de 230 000 $, plus des primes liées aux performances du service. Ce chiffre a fait tourner la tête de Simone. $230,000. C'était plus que ce qu'elle et James avaient gagné ensemble au cours de leur meilleure année ensemble. Quand avez-vous besoin d'une réponse? Prenez votre temps. 1 semaine ou 2. Mais Simone, Lisa S.E. pencha en avant. Tu l'as bien mérité. Ne laissez personne vous faire croire le contraire. Ce soir-là, Simone était assise dans son jardin avec un verre de vin, essayant de digérer ce qui s'était passé. Vice-présidente exécutive. Elle deviendrait l'une des personnes les plus haut placées de l'entreprise, responsable de centaines d'employés et de millions de dollars de chiffre d'affaires. Celle qui avait cumulé 2 emplois pour financer les études de son mari, à qui on avait reproché son manque d'ambition, qui avait été quittée pour une femme offrant un style de vie plus prometteur, se voyait offrir un poste qui ferait d'elle l'une des personnalités les plus influentes du secteur. L'ironie ne lui échappait pas. Son téléphone a sonné. C'était sa mère. « Salut maman. »« Salut chérie. Comment vas-tu? »« Bien. Vraiment bien, en fait. J'ai reçu une nouvelle intéressante aujourd'hui. » Elle a parlé à sa mère de l'offre de promotion, du salaire et des responsabilités qui en découlaient. Sa mère est restée silencieuse un long moment. « Ton père et moi avons toujours su que tu étais capable de grandes choses, dit-elle finalement. Nous étions juste inquiets que tu sois tellement concentré sur le soutien de James que tu en aies oublié de subvenir à tes besoins. Je crois que j'ai oublié pendant un moment. Eh bien, tu t'en souviens maintenant. C'est ça qui compte. » Après avoir raccroché, Simone a traversé sa maison, la voyant à nouveau sous un nouveau jour.
Grâce au salaire de ce nouveau poste, elle pouvait se permettre de rénover. Elle pouvait acheter une maison plus grande si elle le souhaitait. Elle pouvait voyager et faire ce qu'elle voulait. Tout ce que James lui avait reproché de ne pas vouloir. Mais en regardant autour d'elle son salon douillet, sa cuisine bien équipée, sa chambre paisible avec vue sur le jardin, elle réalisa qu'elle ne voulait rien changer. Cette maison était devenue véritablement la sienne au cours de l'année écoulée. C'est laquelle avait appris à être seule sans se sentir seule. C'est laquelle avait redécouvert qui elle était lorsqu'elle ne cherchait pas à être ce que les autres attendaient d'elle. Elle accepterait la promotion. Elle accepterait les responsabilités, le salaire et la reconnaissance qui en découlaient. Mais elle resterait dans cette maison, avec sa table de cuisine rayée, ses meubles dépareillés et son jardin rempli de légumes qu'elle avait elle-même cultivés. James l'avait quittée pour une femme qui pourrait lui offrir un style de vie plus impressionnant. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que Simone s'était bâti une vie impressionnante, fondée sur le contenu plutôt que sur l'apparence. La semaine suivante, elle déjeuna avec Nina pour discuter de l'offre de promotion. $230,000? Nina faillit s'étouffer avec son sandwich. Tu te moques de moi? Et des bonus. Simone, c'est incroyable. Tu dois le prendre. Je vais le faire. C'est tout simplement surréaliste. Il y a un an, James se plaignait que je n'étais pas assez ambitieuse, que je l'empêchais de vivre la vie qu'il désirait. On me propose maintenant un poste qui ferait de moi l'une des personnes les mieux payées que nous connaissions tous les deux. As-tu eu de ces nouvelles récemment? Pas directement. Mais j'ai entendu dire que lui et Catherine avaient rompu. Nina haussa un sourcil. Vraiment? Apparemment, elle en avait assez de le soutenir. Il s'avère qu'avoir des goûts de luxe n'est attrayant que lorsqu'on peut se le permettre. Que fait-il maintenant? Je l'ignore et je m'en fiche. Ça paraît dur, mais c'est vrai. Il a fait son choix. Il a choisi de quitter une vie où il était aimé et soutenu pour une vie où il se sentait plus important. Ce qui s'est passé pour lui ne regarde que lui. Tu l'as vraiment oublié. Complètement, dit Simone, et elle réalisa que c'était vrai. Elle n'éprouvait aucune satisfaction à apprendre sa rupture avec Catherine, aucune envie de lui tendre la main ou de lui offrir son soutien. James lui semblait être quelqu'un qu'elle connaissait, quelqu'un d'une autre époque de sa vie qu'elle avait dépassée. Alors, quand commences-tu ton nouveau poste? Le mois prochain. Lisa veut que je passe quelques semaines à faire la transition avec chaque chef de service, à me familiariser avec leur fonctionnement avant de prendre officiellement mes fonctions. Ça mérite d'être célébré, a dit Nina. Ce week-end-là, Nina organisa une petite fête chez elle. Il n'y avait que la famille et quelques amis proches, mais l'ambiance était parfaite. Les parents de Simone arrivèrent de leur ville à 2 heures de route, rayonnant de fierté en l'écoutant. Et d'écrire ces nouvelles, son père, qui avait travaillé dans le bâtiment toute sa vie, secouait la tête avec étonnement. Vice-président exécutif, répéta-t-il pour la 3e fois. Ma fille, la directrice. Ne te fais pas monter la tête, papa, dit Simone en riant. Trop tard. Je compte déjà me vanter devant tout le monde à la quincaillerie. Alors que la soirée touchait à sa fin, Simone se retrouva sur la véranda de Nina avec sa mère, à regarder le soleil se coucher derrière les arbres. « Es-tu heureuse » demanda doucement sa mère. « Oui, je le suis vraiment. Oui, je le suis vraiment. » Bien. Pendant un moment, j'ai eu peur que tu aies oublié comment être heureux. J'ai effectivement oublié pendant un moment. Mais je m'en souviens maintenant. James ne t'a jamais mérité, dit sa mère. Je ne devrais peut-être pas dire ça, mais c'est vrai. Il était tellement concentré sur ce qu'il pensait manquer qu'il ne voyait pas ce qu'il avait. Peut-être que nous voulions simplement des choses différentes, dit Simone avec diplomatie. Peut-être. Mais ce que tu voulais était réel. Ce qu'il voulait, c'était juste du spectacle. Ils restèrent assis un moment dans un silence confortable, écoutant le bruit des enfants de Nina jouant dans la cour et le bourdonnement lointain de la circulation du soir. « Je suis fier de toi », dit sa mère. Pas à cause de la promotion ou de l'argent. Je suis fier de toi pour avoir reconstruit ta vie et en faire quelque chose qui te rend heureuse. Merci maman. Ça compte beaucoup pour moi. Le lendemain matin, Simone rentrait chez elle plus heureuse qu'elle ne l'avait été depuis des années. Elle avait un travail pour lequel elle excellait, une famille qui l'aimait, une maison où elle se sentait comme chez elle et un avenir qu'elle pouvait entièrement façonner. Elle pensa brièvement à James, se demandant s'il était satisfait de ses choix. Mais cette pensée ne s'attarda pas. Elle avait des choses plus importantes à faire maintenant. C'était comme trouver comment devenir la meilleure vice-présidente exécutive que Sterling Industries ait jamais eue. 2 mois après son entrée en fonction,
Simone travaillait tard un jeudi soir lorsqu'elle a découvert quelque chose qui allait tout changer. Elle examinait les rapports budgétaires des 4 services sous sa supervision, cherchant des moyens d'améliorer l'efficacité et de réduire les coûts. À 20 heures, le bâtiment de Sterling Industries était calme, seuls quelques agents de sécurité et quelques bourreaux de travail étaient encore présents. Simone aimait travailler tard parfois. Cela lui permettait de réfléchir et de planifier sans être dérangée par le flot incessant de réunions et d'appels téléphoniques qui occupaient ses journées. Elle était plongée dans ses rapports financiers lorsqu'un événement attira son attention. Plusieurs paiements d'honoraires de conseil, d'un montant inhabituellement élevé et fréquent, étaient destinés à une société appelée Phoenix Strategic Solutions, pour un montant de 50 000 $ par mois depuis 2 ans. Simone fronça les sourcils devant son écran d'ordinateur. Elle gérait les relations avec les consultants depuis des années, d'abord comme assistante de Lisa, puis comme cadre. Elle connaissait tous les grands cabinets de conseil avec lesquels Sterling Industries collaborait. Elle n'avait jamais entendu parler de Phoenix Strategic Solutions. Elle a consulté la base de données des fournisseurs et a cherché Phoenix Strategic Solutions. L'entrée était minimale. Juste une adresse professionnelle et un numéro de téléphone. Aucun détail sur les services fournis ni sur l'auteur du contrat. Curieuse, elle accéda à la base de données des dépenses des dirigeants. Elle était autorisée à consulter toutes les dépenses des services, mais elle consultait rarement les dépenses extérieures à ses propres services. Ce soir, quelque chose l'a poussée à creuser davantage. Les paiements à Phoenix Strategic Solutions avaient été autorisés par la direction, plus précisément par le bureau du PDG. C'était inhabituel. La plupart des contrats de conseil passaient par les chefs de service et nécessitaient de multiples approbations. Qu'un contrat soit autorisé directement par le bureau du PDG signifiait qu'il était soit hautement confidentiel, soit impliquait les plus hauts niveaux de la stratégie de l'entreprise. Simone avait pris note d'en parler à Lisa le lendemain matin. En tant que directrice des opérations, Lisa était au courant de toutes les relations de conseil importantes, notamment celles qui coûtaient 600 000 $ par an à l'entreprise. Mais lorsqu'elle en a parlé à Lisa le lendemain matin, son ancien patron a semblé surpris. Phoenix Strategic Solutions, je n'en avais jamais entendu parler. Êtes-vous sûr que les paiements sont à jour? D'après la base de données, le paiement le plus récent remonte à 3 semaines. Lisa a ouvert son ordinateur et a passé plusieurs minutes à parcourir différentes bases de données. Je ne vois aucun contrat ni accord avec cette entreprise. Pas de rapport de projet, pas de livrable, rien. C'est étrange. Serait-ce une filiale de l'un de nos consultants habituels? C'est possible, mais généralement, ces informations sont répertoriées sous le nom de la société mère. Lisa avait l'air troublée. C'est assez étrange pour que je pense que nous devrions le signaler à Richard. Richard Brennan était le PDG de Sterling Industries, un homme que Simone n'avait rencontré que quelques fois, mais qui avait personnellement approuvé sa promotion. Il avait la soixantaine, avait fait de son petit cabinet de conseil un acteur majeur du secteur et était réputé pour son intelligence et son exigence. Ils organisèrent une réunion avec lui l'après-midi même. Lorsqu'ils lui expliquèrent leurs conclusions, l'expression de Richard devint de plus en plus sérieuse. « Montre-moi exactement ce que tu vois, » dit-il. Simone ouvrit les relevés de paiement sur son ordinateur portable. Richard les étudia attentivement, la mâchoire crispée tandis qu'il parcourait les données. « Je n'ai jamais autorisé ces paiements, » dit-il finalement. « Et je n'ai jamais entendu parler de Phoenix Strategic Solutions. » Le silence était pesant dans la salle. Si le PDG n'avait pas autorisé des paiements censés provenir de son bureau, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Quelqu'un disposant d'un accès suffisant au système financier pour créer de fausses autorisations et traiter des paiements sans surveillance adéquate. Qui a le pouvoir d'autoriser des paiements à ce niveau? Demanda Lisa. Moi, le directeur financier. Richard s'arrêta, l'air gêné. Et mon gendre. Je lui ai donné mon autorisation financière exécutive l'année dernière, lorsqu'il a rejoint l'entreprise. Simone sentit un frisson lui parcourir le dos. Le gendre de Richard était David Sterling, vice-président du développement commercial de l'entreprise. Elle l'avait rencontré à plusieurs reprises, mais n'avait jamais travaillé directement avec lui. Il était jeune, ambitieux et avait rejoint l'entreprise dès sa sortie de l'école de commerce 2 ans plus tôt. « Tu crois que David pourrait être impliqué dans cette histoire ?» demanda Lisa prudemment. « Je ne sais pas quoi penser, » dit Richard. « Mais je vais me renseigner. Pouvez-vous me donner plus de détails sur Phoenix Strategic Solutions? Adresse, numéro de téléphone, toute autre information que vous pouvez trouver. » Bien sûr,
a dit Simone. Et je tiens à ce que cela reste confidentiel pour l'instant. S'il y a fraude, je dois en comprendre l'ampleur avant d'impliquer les forces de l'ordre ou de porter des accusations. Au cours des 3 jours suivants, Simone a mené l'enquête la plus approfondie de sa carrière. Elle a retracé chaque paiement jusqu'à Phoenix Strategic Solutions, les a comparés avec d'autres dépenses de l'entreprise et a effectué des recherches sur l'entreprise elle-même. Ses conclusions étaient inquiétantes. Phoenix Strategic Solutions était enregistré à une boîte postale dans le Delaware. Le numéro de téléphone était redirigé vers une messagerie vocale qui n'avait jamais été configurée. La licence commerciale était valide, mais il n'y avait ni site web, ni registre des employés, ni aucune preuve que l'entreprise ait jamais fourni de service concret à qui que ce soit. Plus inquiétant encore, le moment des paiements correspondait presque exactement à l'accès de David Sterling au système d'autorisation financière. Le premier paiement avait été effectué 2 semaines après l'obtention de ses privilèges exécutifs. Lorsqu'elle présenta ses conclusions à Richard, celui-ci semblait avoir vieilli de 10 ans. « Le mari de ma fille a volé mon entreprise », dit-il doucement. « Nous n'en sommes pas encore certains », répondit Lisa avec diplomatie. « Si, nous en sommes certains », répondit Richard. « Les preuves sont claires. David a créé de faux paiements de consultation et a réussi à récupérer cet argent. Comment comptez-vous gérer cela » demanda Simone. Richard resta silencieux un long moment, regardant la ville en contrebas par la fenêtre de son bureau. « Je dois appeler mon avocat, » dit-il finalement. « Et je dois trouver comment dire à ma fille que son mari est un voleur. Et David, tu veux qu'on le confronte ? Non. Pas encore. Je veux d'abord que tous les éléments juridiques soient en place. Mais je veux que vous poursuiviez tous les deux votre enquête. Déterminez le montant total dont il s'agit et vérifiez s'il existe d'autres paiements ou transactions suspects. » Ce week-end-là, Simone travaillait à domicile et examinait 3 années de documents financiers avec la rigueur d'un comptable préparant un audit. Elle a trouvé 2 autres sociétés de conseil présentant des schémas similaires. Paiement régulier, documentation minimale et absence de preuves tangibles de services fournis. Dimanche soir, elle avait identifié plus de 2 millions de dollars de paiements suspects, tous autorisés grâce au code d'accès exécutif de David Sterling. 2 millions de dollars. Volés à l'entreprise qui lui avait donné l'opportunité de construire une carrière, qui l'avait promu au mérite, qui était devenu le fondement de sa nouvelle vie. Elle repensa à James, qui se plaignait qu'elle n'était pas assez ambitieuse, qu'elle se concentrait trop sur la sécurité au lieu d'en vouloir plus. Voilà quelqu'un qui en avait voulu plus en volant ceux qui lui faisaient confiance. L'ironie ne lui échappa pas. James l'avait quitté pour une femme qui pouvait lui offrir un style de vie plus prestigieux, mais il l'avait fait honnêtement, travaillant dans le système même si elle ne respectait pas ses choix. David Sterling menait un style de vie prestigieux en volant l'entreprise familiale. Elle se demandait si James aurait fait les mêmes choix s'il en avait eu l'occasion. Elle se demandait si son insatisfaction face à leur vie modeste l'aurait poussé à justifier le fait de prendre ce qui ne lui appartenait pas. Elle espérait que non. Malgré tous ses défauts, elle n'avait jamais considéré James comme malhonnête. Égoïste peut-être. Ingrat certainement. Mais pas criminel. Lundi matin, elle présenta ses conclusions complètes à Richard et Lisa. Les chiffres étaient encore plus alarmants qu'ils ne l'avaient initialement imaginé. En 3 ans, David Sterling avait systématiquement volé plus de 2,5 millions de dollars à Sterling Industries. « J'ai parlé à nos avocats », a déclaré Richard. Ils recommandent d'impliquer le FBI. Ce type de fraude financière dépasse les frontières des États et relève de la réglementation bancaire fédérale. « Et ta fille ?» demanda doucement Lisa. « Je le lui ai dit hier », dit Richard, et Simone lut la douleur dans ses yeux. Elle était dévastée. Elle n'en avait aucune idée. Elle pensait que le succès de David était légitime, qu'il était simplement bon dans son travail. Le soutient-elle? Elle dit qu'elle a besoin de temps pour digérer tout ça. Mais elle est revenue vivre temporairement avec nous. Je pense qu'elle sait que ce mariage est terminé. Simone ressentit une pointe de compassion pour la fille de Richard. Elle savait ce que c'était que de découvrir que la personne en qui on avait le plus confiance vivait dans le mensonge. La différence était que James s'était menti à lui-même autant qu'à elle. David Sterling avait délibérément trompé son entourage tout en volant sa propre famille. « Quand l'arrêterez-vous » demanda-t-elle. « Le FBI veut d'abord constituer un dossier solide. Ils vont surveiller ses activités pendant quelques jours encore, s'assurer de bien comprendre l'ampleur de la fraude avant d'agir.
Il vient encore travailler? Il ignore encore que nous avons découvert quoi que ce soit. Nous agissons normalement pendant que l'enquête se poursuit. L'idée de voir David Sterling dans les couloirs, de le regarder vaquer à ses occupations habituelles tout en sachant ce qu'il faisait, donnait la chair de poule à Simone. Mais elle comprenait la nécessité de laisser les forces de l'ordre gérer la situation correctement. « Avez-vous autre chose à me demander ?» demanda-t-elle. « En fait, oui, » répondit Richard. « Les agents du FBI chargés de l'affaire souhaitent vous interroger. C'est vous qui avez découvert la fraude, et votre analyse financière est un élément clé de leurs preuves. Bien sûr, tout ce dont vous avez besoin. » En quittant le bureau de Richard, Simone repensa à la chaîne d'événements qui avait mené à ce moment. Si James ne l'avait pas quitté, elle ne se serait jamais investie dans son travail avec autant d'engagement. Sans promotion, elle n'aurait jamais eu accès aux documents financiers qui avaient révélé la fraude. Si elle n'avait pas travaillé tard ce jeudi soir-là, elle n'aurait peut-être jamais remarqué les paiements suspects. Étrangement, le départ de James lui avait permis de découvrir un crime qui aurait pu coûter des millions de dollars supplémentaires à Sterling Industries s'il était resté inaperçu. Parfois, la vie a un sens de la justice trop parfait pour être une coïncidence. Les agents du FBI qui ont interrogé Simone étaient professionnels et minutieux. Sarah Chin et Mike Rodriguez ont passé 3 heures à analyser son analyse financière, posant des questions détaillées sur la manière dont elle avait découvert les paiements frauduleux et sur les systèmes utilisés par David Sterling pour dissimuler son vol. « Votre travail ici est exceptionnel », a déclaré l'agent Chin en examinant les documents de Simone. « Vous avez fait la moitié du travail. La trace écrite que vous avez créée sera cruciale pour les poursuites. »« J'ai juste suivi les chiffres », a déclaré Simone. « Une fois que j'ai vu le schéma, ce n'était pas difficile à retracer. »« Ne vous sous-estimez pas », a dit l'agent Rodriguez. La plupart des gens n'auraient rien remarqué. La façon dont les paiements étaient structurés et autorisés les a conçus pour se fondre dans des dépenses légitimes. Il fallait une véritable habileté pour repérer les incohérences. Ils ont expliqué que David Sterling faisait partie d'une enquête plus vaste sur des fraudes en entreprise. Apparemment, il ne travaillait pas seul. Phoenix Strategic Solutions était connecté à un réseau de fausses entreprises qui avaient été utilisées pour voler de l'argent à plusieurs entreprises. Nous pensons que votre monsieur Sterling pourrait faire partie d'un réseau de fraude organisée, a expliqué l'agent Chin. La sophistication du dispositif, la manière dont l'argent a été blanchi via de multiples sociétés écrans, il ne s'agit pas de l'œuvre d'une seule personne. Combien d'autres sociétés sont impliquées? Nous ne pouvons pas vous donner de détails précis, mais nous envisageons des pertes potentielles de plusieurs dizaines de millions de dollars pour plusieurs sociétés. L'ampleur du phénomène était stupéfiante. Ce qui avait commencé par la découverte par Simone d'honoraires de conseils inhabituels avait permis de découvrir une fraude de plusieurs millions de dollars. Que va-t-il se passer maintenant? Demanda-t-il. Nous continuons à monter notre dossier. Nous aurons besoin de votre témoignage lors du procès, mais cela prendra probablement plusieurs mois. En attendant, nous aimerions que vous continuiez à surveiller les systèmes financiers de Sterling Industries. Si vous constatez d'autres irrégularités, nous souhaitons être informés immédiatement. Dois-je m'inquiéter pour ma sécurité? David Sterling fait-il partie d'une organisation criminelle? L'agent Rodriguez secoua la tête. Il ne sait pas que c'est vous qui avez découvert la fraude. Pour lui, tout est normal. Nous voulons que cela reste ainsi jusqu'à ce que nous soyons prêts à procéder à des arrestations. C'était plus facile à dire qu'à faire. Pendant la semaine suivante, Simone dut se comporter normalement avec David Sterling, tout en sachant qu'il était un criminel qui avait volé des millions à l'entreprise. Elle le croisait dans l'ascenseur, en réunion, à la cafétéria, et devait lui parler poliment, la chair de poule. David semblait détendu et confiant, plaisantant avec ses collègues et discutant de ses projets de vacances avec sa femme. Soit il était un acteur exceptionnel, soit il croyait sincèrement qu'il ne se ferait jamais prendre. Le plus dur était de voir Richard Brennan se débattre avec la situation. Le commandant s'efforçait de gérer son entreprise normalement tout en sachant que son gendre avait trahi sa confiance et brisé le cœur de sa fille. Il paraissait épuisé et plus âgé que son âge. « Comment tenez-vous le coup ?» lui demanda Simone lors d'une de leurs réunions régulières. « Certains jours sont meilleurs que d'autres, a-t-il admis. Ma fille est chez nous et elle ne le prend pas bien. Elle n'arrête pas de demander s'il n'y a pas une erreur, une explication qui pourrait arranger tout ça. Que lui dis-tu? La vérité. Que les preuves sont accablantes et qu'il n'y a aucune explication innocente à ce que David a fait.
Richard S.E. frontal le front. Elle l'aimait? Tu sais. Vraiment. Ce n'est pas qu'une question d'argent pour elle. Il s'agit de découvrir que l'homme qu'elle a épousé, celui qu'elle croyait connaître, n'a jamais vraiment existé. Simone comprenait ce sentiment mieux que la plupart des gens. La désorientation d'apprendre que quelqu'un en qui on avait confiance avait vécu un mensonge, la façon dont cela vous faisait remettre en question votre propre jugement et vous demander ce que vous aviez manqué d'autre. Ce n'est pas sa faute, dit-elle doucement. Je le sais, mais elle ne le sait pas. Elle n'arrête pas de se reprocher de ne pas avoir vu les signes, de ne pas s'être davantage interrogée sur la façon dont ils parvenaient à financer leur train de vie. Quel genre de vie? Cher? Voiture neuve, vêtements de marque, voyage en Europe, un appartement qui coûtait plus cher que ce que la plupart des gens gagnent en 5 ans. Elle pensait qu'il était simplement doué avec l'argent, qu'il avait fait des investissements judicieux. Elle n'avait jamais soupçonné qu'il le volait. Cette description rappelait à Simone James ces plaintes selon lesquelles leur vie n'était pas assez impressionnante, qu'ils devraient avoir de meilleures choses et vivre dans un meilleur quartier. La différence, c'est que James était parti chercher quelqu'un qui pourrait lui offrir ce style de vie en toute légalité. David Sterling l'avait volé. Quand le FBI interviendra-t-il? Demanda-t-elle. Bientôt, je pense. Il se coordonne avec les forces de l'ordre de plusieurs autres villes. Ils veulent arrêter tous les suspects en même temps, afin que personne ne puisse prévenir les autres. 2 jours plus tard, c'est arrivé. Simone était dans son bureau en train d'examiner des rapports trimestriels lorsqu'elle entendit des cris provenant du 7e étage. Elle regarda par la fenêtre et vit des agents du FBI escorter David Sterling hors du bâtiment, menotté. L'entreprise entière sembla figée. Les gens se rassemblèrent, chuchotant et spéculant sur ce qui se passait. En moins d'1 heure, tout le monde savait que David Sterling avait été arrêté pour fraude. Richard a convoqué une réunion générale pour l'après-midi. L'auditorium était bondé d'employés debout dans les allées et se pressant devant les portes. L'atmosphère était tendue, chacun s'inquiétant pour son emploi et l'avenir de l'entreprise. Je souhaite aborder directement la situation avec David Sterling, a commencé Richard. Ce matin, des agents fédéraux ont arrêté David pour fraude financière. Je tiens à vous assurer qu'il s'agit d'un acte individuel et qu'il ne porte pas atteinte à Sterling Industries en tant qu'entreprise, ni à aucun de vous en tant qu'employé. Il a expliqué que l'entreprise coopérait pleinement à l'enquête et qu'il n'y aurait aucune incidence sur les opérations ou l'emploi. Il a remercié l'employé qui avait découvert la fraude, sans toutefois mentionner le nom de Simone. Sterling Industries a été bâti sur la confiance, l'intégrité et le travail acharné, a-t-il conclu. La trahison de ces valeurs par une seule personne ne change pas qui nous sommes ni ce que nous défendons. Ensemble, nous surmonterons cette épreuve et en sortirons plus forts. Les applaudissements étaient sincères, mais discrets. Les gens étaient encore sous le choc d'apprendre qu'un cadre de l'entreprise les avait volés. Après la réunion, le téléphone de Simone s'est mis à sonner. Ses collègues voulaient savoir si elle avait des informations privilégiées sur ce qui s'était passé. Des journalistes ont appelé pour obtenir des commentaires sur l'arrestation. Même sa famille souhaitait des détails sur la situation. Elle n'a révélé à personne son rôle dans la découverte de la fraude. Le FBI lui avait demandé de garder cette information confidentielle jusqu'au procès, et elle s'était pliée à cette demande. Elle ne voulait ni attirer l'attention ni s'exposer aux complications potentielles qu'aurait pu engendrer une identification publique comme celle qui avait démantelé une organisation criminelle. Ce soir-là, elle était assise dans son jardin, un verre de vin à la main, réfléchissant aux étranges tournants qu'avait pris sa vie au cours des 18 derniers mois. D'épouse abandonnée, elle était devenue cadre dirigeante ayant découvert un crime financier majeur. Elle était passée du reproche de son manque d'ambition aux éloges des agents du FBI pour ses talents d'enquêteuse. Plus important encore, elle s'était définie à travers sa relation avec James et s'était forgé une identité fondée sur ses propres réalisations et valeurs. La femme que James avait laissée derrière lui, celle qu'il avait rejetée, jugée trop pragmatique et peu ambitieuse, était devenue suffisamment puissante pour faire tomber des criminels et protéger une entreprise valant des millions de dollars. Elle se demandait s'il avait entendu parler de l'arrestation de David Sterling. Elle se demandait s'il comprenait l'ironie de voir son ex-femme, celle qu'il considérait comme trop mesquine pour ses grandes ambitions, faire maintenant la une des journaux pour son rôle dans une enquête fédérale. Peu importait désormais l'opinion de James. Elle avait des choses plus importantes à faire
aider Sterling Industries à se remettre de cette trahison et poursuivre la carrière dont elle s'était découvert le potentiel. 3 semaines après l'arrestation de David Sterling, Simone reçut un appel qui allait révéler l'ampleur du complot. L'agent Chin lui a demandé de se rendre au bureau du FBI pour un nouvel entretien. À son arrivée, elle a trouvé l'agent Rodriguez qui l'attendait avec une pile de documents et un air sombre. « Nous avons appris quelque chose qui va vous intéresser », a déclaré l'agent Chin en faisant signe à Simone de s'asseoir. David Sterling ne se contentait pas de voler Sterling Industries. Il vendait également des informations confidentielles à ses concurrents. De quel type d'informations s'agissait-il? Liste de clients, stratégie de tarification, détails de projets, communications internes. En gros, tout ce qui pourrait donner aux entreprises concurrentes un avantage pour soumissionner face à Sterling Industries. L'agent Rodriguez a ouvert l'un des dossiers. Nous avons trouvé des preuves qu'il travaillait avec quelqu'un du Meridian Consulting Group. Il le payait pour des informations privilégiées qui leur permettaient de concurrencer Sterling Industries sur plusieurs contrats importants. Simone sentit son estomac se nouer. Meridian Consulting Group était l'un des principaux concurrents de Sterling Industries. L'entreprise perdait des contrats au profit de ce groupe depuis 1 an, les clients invoquant de meilleurs prix et des propositions plus détaillées. Richard avait été frustré par leur incapacité à rivaliser, ignorant que Meridian détenait des informations privilégiées. « De combien d'argent parlons-nous » demanda-t-elle. « De contrats perdus ? Probablement 15 à 20 millions de dollars au cours des 18 derniers mois. » Le chiffre était stupéfiant. David Sterling ne se contentait pas de voler de l'argent directement. Il minait systématiquement la compétitivité de l'entreprise, lui faisant perdre des clients et un chiffre d'affaires qui éclipsait même son vol direct. « Il y a autre chose » a déclaré l'agent Chin. « Nous pensons que David Sterling avait peut-être un complice au sein de Sterling Industries. Quelqu'un ayant accès à des informations qu'il n'aurait normalement pas eues. Qui? Nous n'en sommes pas encore certains. Mais certains des documents confidentiels qu'il vendait provenaient de services auxquels il n'avait aucune raison légitime d'accéder. Quelqu'un lui fournissait des informations. » Simone réfléchit aux implications. Si une autre personne au sein de l'entreprise travaillait avec David, elle était toujours là, potentiellement en train de voler des informations et de compromettre les opérations de Sterling Industries. « Que me demandez-vous » demanda-t-elle. « Nous souhaitons que vous nous aidiez à identifier qui aurait pu avoir accès aux documents spécifiques vendus à Meridian. Vous connaissez les systèmes de l'entreprise mieux que quiconque. Vous pourriez peut-être déceler des tendances qui nous ont échappé. » Ils lui ont remis une liste de documents confidentiels trouvés en possession de David Sterling. En examinant la liste, quelque chose lui a semblé étrange. Nombre de ces documents provenaient de son propre service, dont certains avaient été créés après l'arrestation de David. « Ce sont des dossiers récents », dit-elle en désignant plusieurs dossiers de la liste. « Certains ont été créés la semaine dernière. » L'agent Rodriguez se pencha en avant. « Vous êtes sûr ?»« Sûr. Cette proposition de projet pour le compte Harrison a été finalisée il y a 3 jours. Et cette analyse budgétaire a été finalisée hier. » Les agents ont échangé des regards. Cela signifie que quelqu'un continue de voler des informations et de les transmettre, même après l'arrestation de David. Mais David est en prison. Comment pourrait-il obtenir des documents à jour? Il n'y est pas, a répondu l'agent Chin. Quelqu'un d'autre poursuit l'opération. Cette révélation fit froid dans le dos de Simone. Non seulement il y avait un autre voleur dans l'entreprise, mais il avait accès aux informations les plus sensibles de son service. « Je dois consulter les journaux d'accès à ces documents » dit-elle. « Découvrez qui les a consultés ou téléchargés. Pouvez-vous le faire sans éveiller les soupçons? » « Oui. En tant que vice-président exécutif, je suis autorisé à contrôler l'accès aux documents à des fins de sécurité. C'est une partie intégrante de mon travail. » Elle a passé les 2 jours suivants à mener l'audit de sécurité le plus approfondi de sa carrière. Elle a suivi chaque accès aux documents figurant sur la liste du FBI, a comparé les heures de consultation avec les emplois du temps des employés et a recherché des tendances dans les données. Ce qu'elle a découvert l'a plus choqué que la fraude initiale de David Sterling. La personne qui accédait aux documents confidentiels n'était pas quelqu'un qu'elle aurait soupçonné. Ce n'était pas quelqu'un aux motivations financières évidentes ni qui semblait vivre au-dessus de ses moyens. C'était Tom Rodriguez, le vétéran de 15 ans qui avait remis en question ses qualifications lorsqu'elle était devenue directrice des opérations. Tom consultait et téléchargeait des documents sensibles provenant de plusieurs services,
toujours en dehors des heures de travail, lorsque peu de personnes étaient présentes pour les observer. Il avait accès à ces fichiers grâce à son ancienneté dans son rôle de coordination entre les différentes équipes de projet. Mais les schémas d'accès révélaient un phénomène encore plus inquiétant. Tom volait des informations depuis des années, bien avant que David Sterling ne rejoigne l'entreprise. David ne l'avait pas corrompu. Tom était à l'origine de la fuite et avait recruté David dans le complot. Tom Rodriguez vole cette entreprise depuis au moins 5 ans, a-t-elle déclaré aux agents du FBI. David Sterling était le nouveau venu. Tom était celui qui dirigeait l'opération. L'agent Shine secoua la tête, stupéfaite. Une employée depuis 15 ans. Quelqu'un en qui tout le monde avait confiance. C'est ce qui le rendait parfait pour ça, a déclaré Simone. Personne ne soupçonnerait cet employé de longue date qui se plaignait des promotions accordées à des personnes extérieures et posait des questions difficiles sur les nouvelles politiques. Tout le monde pensait qu'il se montrait simplement loyal et prudent. Toi y compris, moi surtout. Je pensais qu'il doutait de ma promotion parce qu'il était protecteur envers l'entreprise. En fait, il craignait que je sois assez compétent pour le surprendre en flagrant délit de vol. L'ironie était parfaite. Tom avait remis en question ses qualifications et contesté son autorité, craignant qu'elle ne soit réellement compétente dans son travail. Sa résistance à son leadership n'avait pas pour but de protéger les normes de l'entreprise. Il s'agissait de protéger sa propre opération criminelle. Nous devons l'arrêter avant qu'il ne réalise qu'on le traque, a déclaré l'agent Rodriguez. Comment comptez-vous gérer ça? A demandé Simone. Comme nous avons traité David Sterling. Nous nous coordonnerons avec votre PDG pour que Tom ne reçoive aucun avertissement, puis nous interviendrons pendant les heures ouvrables. Que dois-je faire en attendant? Restez normal. Ne changez pas votre comportement avec Tom et ne lui donnez aucune raison de le soupçonner. Nous agirons au plus vite. Se comporter normalement avec Tom Rodriguez était encore plus difficile qu'avec David Sterling. Au moins, David avait été charmant et apparemment inoffensif. Tom était quelqu'un qu'elle voyait tous les jours, quelqu'un qui remettait en question ses décisions et sapait son autorité tout en volant l'entreprise qu'elle essayait de protéger. Lors de leur réunion d'équipe jeudi matin, Tom a fait plusieurs remarques sur le maintien de la sécurité et la prudence quant à l'accès aux informations sensibles. Son audace était stupéfiante. Il lui faisait la leçon sur la sécurité tout en volant des documents confidentiels. « Tu as raison, Tom, dit-elle calmement. La sécurité est cruciale. J'ai procédé à des audits de nos protocoles d'accès aux documents et je prévois de mettre en place des mesures de protection supplémentaires. » Elle observa attentivement son visage tandis qu'elle prononçait ces mots, guettant le moindre signe indiquant qu'il comprenait la menace. Mais Tom se contenta d'acquiescer d'un signe de tête approbateur, apparemment convaincu que ses méthodes étaient trop sophistiquées pour être détectées. Vendredi matin, des agents du FBI ont arrêté Tom Rodriguez à son bureau alors qu'il examinait un rapport budgétaire confidentiel qu'il n'avait aucune raison légitime de lire. Contrairement à David Sterling, qui avait semblé choqué par son arrestation, Tom paraissait résigné, comme s'il avait toujours su que ce jour arriverait. La seconde arrestation provoqua une onde de choc encore plus grande chez Sterling Industries que la première. David Sterling était un nouveau venu, quelqu'un que la plupart des employés connaissaient à peine. Tom Rodriguez était un habitué, quelqu'un qui travaillait dans l'entreprise depuis plus longtemps que nombre de ses collègues. « Combien y en a-t-il d'autres » demanda Richard à Simone après l'arrestation de Tom. « Combien d'autres personnes nous ont volé ?»« Je ne pense pas qu'il y en ait d'autres, » répondit-elle. Les preuves suggèrent que Tom était le meneur et David son principal complice. Tous les autres semblent innocents. Comment en être sûr? J'ai vérifié chaque journal d'accès aux documents, chaque transaction financière, chaque paiement de consultant au cours des 5 dernières années. S'il y avait eu d'autres conspirateurs, j'aurais déjà trouvé des preuves. Richard hocha la tête, mais elle voyait l'épuisement dans ses yeux. Apprendre que 2 de ses employés trahissaient systématiquement sa confiance l'avait profondément affecté. Le FBI estime que la perte totale pour l'entreprise avoisine les 40 millions de dollars, si l'on tient compte de l'argent volé, des contrats perdus et de l'atteinte à notre compétitivité, dit-il. Peut-on en récupérer une partie? Peut-être une partie. David Sterling a acheté beaucoup de jouets coûteux avec l'argent qu'il a volé. Des voitures, des bijoux, des œuvres d'art. Nous pouvons saisir ces actifs. Mais les informations vendues à nos concurrents, ce préjudice est permanent. Simone pensa aux clients perdus, aux contrats non décrochés, à l'atteinte à la réputation qui résulterait de la révélation publique de la fraude.
Sterling Industries survivrait, mais il lui faudrait des années pour se remettre complètement des agissements de Tom Rodriguez et David Sterling. Il y a un point positif à tout cela, a déclaré Richard. Lequel? Nous savons maintenant que nos systèmes internes et nos procédures de surveillance fonctionnent. Tu les as attrapés, Simone. Votre diligence et votre souci du détail ont sauvé cette entreprise de pertes encore plus importantes. Je faisais simplement mon travail. Non, vous faisiez bien plus que votre travail. Vous protégiez quelque chose qui vous tenait à cœur. C'est la différence entre un employé et un dirigeant. En quittant le bureau de Richard, Simone repensa à l'étrange parcours qu'il avait mené à ce moment. 2 ans auparavant, elle était une épouse dont le mari ne respectait ni son intelligence ni son ambition. Aujourd'hui, elle était une cadre dirigeante qui avait découvert à elle seule une conspiration frauduleuse de plusieurs millions de dollars. Celle que James avait rejetée, jugée trop pragmatique et peu ambitieuse, était devenue une personne suffisamment puissante pour démanteler une organisation criminelle et sauver une entreprise. Elle se demandait si Tom Rodriguez avait jamais compris l'ironie de la situation. Il avait passé des mois à remettre en question ses qualifications et à défier son autorité, sans jamais comprendre qu'il avait affaire à quelqu'un d'assez intelligent et déterminé pour le détruire. Parfois, la personne qu'on sous-estime le plus est celle qui nous fait tomber. 2 mois après l'arrestation de Tom Rodriguez, Simone travaillait tard lorsqu'elle reçut un appel téléphonique qui allait révéler le lien le plus choquant de tous. C'était l'agent Chin, et sa voix exprimait une urgence qui lui serra l'estomac. « Il faut qu'on se voie », dit l'agent Chin. « Ce soir, si possible. Il y a eu un rebondissement dans l'affaire Sterling Industries dont vous devez être informé. » Ils se sont rencontrés dans un café près de chez Simone. L'agent Chin semblait fatiguée, comme si elle avait travaillé sans relâche, et elle portait un épais dossier qu'elle avait soigneusement posé sur la table entre eux. Nous avons remonté la piste de l'argent de l'opération de Tom Rodriguez et David Sterling, commença-t-elle. Nous avons suivi la destination des fonds volés, comment ils ont été blanchis, et qui d'autres auraient pu être impliqués. Avez-vous trouvé d'autres conspirateurs? D'une certaine manière, oui, mais pas chez Sterling Industries. L'agent Chin ouvrit le dossier. Nous avons découvert quelque chose que vous allez avoir du mal à entendre. Simone ressentit un frisson de pressentiment. Qu'est-ce que c'est? Votre ex-mari, James Washington, a reçu des paiements d'une des sociétés écrans liées à ce réseau d'escrocs. Ces mots frappèrent Simone comme un coup de poing. Elle fixa l'agent Chin, essayant de digérer ce qu'elle venait d'entendre. « C'est impossible, dit-elle finalement. James travaille pour une toute autre entreprise. Il n'a plus rien à voir avec Sterling Industries. Il reçoit des paiements mensuels de 5 000 $ de Phoenix Strategic Solutions depuis 8 mois, dit l'agent Chin en faisant glisser un relevé bancaire sur la table. La même fausse entreprise que David Sterling utilisait pour voler de l'argent à votre entreprise. Simone regarda le relevé bancaire et vit le nom et le numéro de compte de James clairement indiqués à côté des versements réguliers de Phoenix Strategic Solutions. Les montants étaient inférieurs aux versements que David Sterling se faisait à lui-même, mais ils étaient réguliers et réguliers. Que faisait-il pour cet argent? Demanda-t-elle. C'est ce que nous essayons de comprendre. Nous savons qu'il était en contact avec Tom Rodriguez, car nous avons trouvé des relevés téléphoniques montrant des appels réguliers entre eux. Mais nous ne savons pas exactement quelles informations ou services James fournissait. James n'a pas accès aux informations de Sterling Industries. Il travaille désormais pour Hartwell et Associates. Hartwell et Associates est l'un des principaux concurrents de Sterling Industries, a souligné l'agent Chin. Si James transmettait des informations sur les stratégies, les prix ou les approches clients de Hartwell, cela pourrait être précieux pour quiconque tenterait de manipuler le processus d'appel d'offres. Les implications étaient stupéfiantes. James ne l'avait pas simplement quitté pour une autre femme. Il s'était impliqué avec des criminels qui volaient son entreprise. Les versements mensuels de Phoenix Strategic Solutions finançaient son nouveau style de vie avec Catherine, celui qu'il disait mériter. « Depuis combien de temps êtes-vous au courant ?» demanda Simone. « Nous l'avons découvert hier. » Le nom de James est apparu lors de notre recherche des comptes bancaires associés à Phoenix Strategic Solutions. Nous enquêtons toujours sur son implication. Allez-vous l'arrêter? Nous devons d'abord comprendre ce qu'il faisait. Les paiements pourraient provenir de services de conseil légitimes, même si, compte tenu de leur source, cela paraît peu probable. Il pourrait aussi s'agir d'une autre victime,
Quelqu'un que Tom Rodriguez utilisait sans que James ne se rende compte qu'il participait à une opération criminelle. Simon pensa à James et à ses plaintes selon lesquelles il ne gagnait pas assez d'argent, que leur vie n'était pas assez impressionnante. Son insatisfaction l'avait-elle rendu vulnérable au recrutement de Tom Rodriguez? Avait-il tellement besoin de revenus supplémentaires qu'il n'avait pas posé trop de questions sur leur provenance? Que me demandez-vous? Demanda-t-elle. Nous voulons savoir si James vous a déjà posé des questions sur Sterling Industries après votre divorce. A-t-il manifesté un intérêt inhabituel pour votre travail, posé des questions sur des clients ou des projets spécifiques, tenté d'obtenir des informations auxquelles il n'aurait pas dû avoir accès? Simon repensa à l'heure. Est-ce rares échanges ils avaient à peine parlé, si ce n'est de logistique, du partage de leurs biens, de la paperasse et de la gestion des comptes joints. James semblait impatient de couper tout lien avec elle et leur ancienne vie commune. Il ne m'a jamais posé de questions sur le travail, dit-elle. Il semblait ne vouloir rien avoir à faire avec Sterling Industries ni avec quoi que ce soit lié à notre mariage. Et avant le divorce? Dans les mois qui ont précédé son départ, cela fit réfléchir Simone. Elle se souvenait que James travaillait plus souvent tard, répondait à des appels téléphoniques qu'il disait liés au travail, lui posant de temps en temps des questions sur son travail qui, à l'époque, semblaient être des marques d'intérêt poli. Il m'a posé des questions, dit-elle lentement. Mais je pensais qu'il cherchait simplement à engager la conversation. Il essayait de s'intéresser à mon travail, car je m'étais plainte qu'il ne semblait jamais s'intéresser à ce que je faisais. Sur quoi portait-il ces questions? Nom des clients, échéancier des projets, informations budgétaires. Des questions que je croyais générales, mais sa voix s'estompa tandis que les éléments se mettaient en place. Des choses qui pourraient être utiles à quelqu'un qui essaierait de casser nos offres. L'agent Chin hocha la tête d'un air sombre. Nous pensons que Tom Rodriguez a recruté James des mois avant son départ. Sa liaison avec Catherine Williams, son insatisfaction conjugale, son désir d'un train de vie plus luxueux. Tom a peut-être exploité tout cela pour faire de James un atout. Tu penses que Tom Rodriguez orchestre le départ de James? C'est possible. Si James fournissait à Tom des informations sur les stratégies et les capacités de Sterling Industries, il aurait été précieux qu'il reste marié à vous. Vous étiez alors l'assistante de Lisa Chen et aviez accès à des informations stratégiques de haut niveau. Grâce à vous, James aurait pu fournir des renseignements d'une valeur bien supérieure à 5 000 $ par mois. La révélation fut dévastatrice. Non seulement James avait été impliqué avec des criminels, mais toute sa relation avec Catherine, son insatisfaction envers leur mariage, ses plaintes concernant son manque d'ambition, tout cela pouvait avoir été fabriqué ou manipulé dans le cadre d'une conspiration criminelle. Lorsque James a été promu et muté dans une autre entreprise, il aurait perdu son accès aux informations de Sterling Industries par votre intermédiaire, poursuivit l'agent Chin. Cela pourrait expliquer pourquoi les paiements n'ont commencé qu'après son départ. Tom Rodriguez a peut-être trouvé un autre moyen de l'exploiter. Lequel? De l'espionnage industriel. Avoir quelqu'un au sein d'une entreprise concurrente qui pouvait fournir des informations sur ses stratégies, ses faiblesses et ses relations clients. James aurait pu fournir à Tom des informations sur Hartwell et ses associés, contribuant ainsi à manipuler le paysage concurrentiel. Simone se sentait mal. L'homme qu'elle avait aimé, celui qu'elle avait soutenu pendant ses études et avec qui elle avait célébré chaque réussite, l'avait trahi, elle et son entreprise, pour de l'argent. Pire encore, sa trahison était peut-être la véritable raison de la fin de leur mariage. J'ai besoin de savoir quelque chose, dit-elle. La chronologie du moment où James a commencé à se plaindre de notre mariage, de sa rencontre avec Catherine, de son insatisfaction face à notre mode de vie? Cela correspond-il à l'époque où Tom Rodriguez l'a recruté? L'agent Chin a feuilleté le dossier. D'après les relevés téléphoniques, le premier contact entre James et Tom Rodriguez remonte à 14 mois. Quand James a-t-il commencé à se comporter différemment? Il y a environ 14 mois, dit Simone à voix basse. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à travailler tard plus souvent, à se plaindre que nous devrions avoir de meilleures choses, à poser des questions sur mon travail. Et quand a-t-il rencontré Catherine Williams? Il y a environ 1 an. L'agent Chin a pris note. Tom Rodriguez a donc recruté James. James a commencé à recueillir des informations auprès de vous, puis, 2 mois plus tard, il a rencontré la femme pour laquelle il vous quitterait. Vous pensez que Tom Rodriguez les a présentés? C'est possible.
Catherine Williams est une riche veuve qui a des relations dans le monde des affaires. Si Tom Rodriguez voulait offrir à James un mode de vie qui le rendrait plus enclin à s'engager dans des activités criminelles, le présenter à Catherine aurait été parfait. Les pièces du puzzle s'assemblaient à un point tel que Simone en avait le vertige. Son mariage n'avait pas échoué à cause de l'insatisfaction naturelle de James ou parce qu'il s'était éloigné. Il avait été détruit dans le cadre d'un complot criminel visant à exploiter son accès à des informations confidentielles. Catherine Williams est-elle au courant de tout cela? Demande-t-il. Nous ne le pensons pas. Elle semble être une victime innocente dans cette situation. Tom Rodriguez a peut-être manipulé sa présentation à James sans qu'elle sache qu'elle était manipulée. Que va-t-il se passer maintenant? Nous allons arrêter James demain matin. Nous avons suffisamment de preuves pour l'accuser de complot, de fraude et d'espionnage industriel. Nous déterminerons si Catherine Williams était impliquée ou si elle était juste une autre victime au cours de l'enquête. Simone est restée longtemps assise au café après le départ de l'agent Chin, essayant de digérer tout ce qu'elle avait appris. Son mariage, son divorce, la douleur de l'abandon, tout cela avait été orchestré par Tom Rodriguez dans le cadre d'une opération criminelle. James ne l'avait pas quittée parce qu'elle manquait d'ambition ou parce que Catherine était plus impressionnante. Il l'avait quittée parce que Tom Rodriguez avait besoin de lui pour changer de mode de vie et de relations afin de devenir un atout plus précieux pour les criminels. L'ironie était presque trop parfaite pour être vraie. Tom Rodriguez avait détruit son mariage pour rendre James plus utile pour voler Sterling Industries. Mais ce faisant, il avait libéré Simone et lui avait permis de se concentrer entièrement sur sa carrière, ce qui avait conduit à sa promotion et lui avait donné accès aux informations financières qui lui avaient permis d'attraper Tom Rodriguez et de faire échouer toute son opération. Tom Rodriguez avait créé, sans le savoir, la personne qui allait le détruire. Elle rentra chez elle lentement, repensant à toutes ces nuits passées et à se demander ce qu'elle avait fait de mal, pourquoi James avait cessé de l'aimer, comment elle aurait pu être une meilleure épouse. Maintenant, elle connaissait la vérité. Elle n'aurait rien pu faire autrement. Son mariage avait été saboté par un criminel qui considérait son mari comme un atout précieux et elle comme un obstacle à éliminer. Le lendemain matin, James Washington était arrêté à son bureau chez Hartwell et Associates. Les accusations comprenaient complot en vue de commettre une fraude, espionnage industriel et blanchiment d'argent. L'arrestation fit la une des journaux locaux, même si les journalistes ne comprenaient pas encore l'ampleur de l'opération criminelle ni son lien avec les précédentes arrestations chez Sterling Industries. Richard Brennan convoqua Simone dans son bureau cet après-midi-là. « J'ai appris l'arrestation de ton ex-mari, dit-il doucement. Je n'imagine pas à quel point ça doit être difficile pour toi. Je suis encore en train de digérer la situation, admit-elle. Apprendre que votre mariage était en réalité une opération criminelle, c'est beaucoup. As-tu besoin de congés? Je comprendrais que tu veuilles prendre du recul pendant que tu gères ça. En fait, le travail est la seule chose qui me permet de garder la tête hors de l'eau en ce moment. Si j'arrête de bouger, de me concentrer sur quelque chose de productif, je pense que je vais m'effondrer. » Richard hocha la tête. « Je comprends ce sentiment. Le travail peut être un refuge quand tout le reste de votre vie semble chaotique. Il y a autre chose, dit Simone. Je veux que vous sachiez que je n'ai jamais sciemment donné d'informations confidentielles à James. S'il recueillait des renseignements sur Sterling Industries par mon intermédiaire, il le faisait à mon insu et sans mon consentement. Je n'en ai jamais douté une seconde, dit Richard avec fermeté. C'est vous qui avez découvert toute cette conspiration. C'est grâce à vous que nous les avons arrêtés avant qu'ils ne puissent voler davantage. Votre loyauté envers cette entreprise n'a jamais été remise en question. Merci. Cela signifie plus que vous ne le pensez. Il y a quelque chose dont je veux discuter avec vous, a dit Richard. Le conseil d'administration a discuté de la marche à suivre après tout ce qui s'est passé. Nous allons mettre en place de nouveaux protocoles de sécurité, de nouvelles procédures de surveillance et de nouvelles mesures de protection pour empêcher que ce type de fraude ne se reproduise. C'est logique. Nous souhaitons que vous soyez à la tête de cet effort. Nous créons un nouveau poste, celui de responsable de la sécurité, qui vous confierait la responsabilité de tous les aspects de la sécurité de l'entreprise, de la sécurité physique à la sécurité de l'information, en passant par la supervision financière. Ce serait une promotion avec une augmentation de salaire correspondant à l'élargissement des responsabilités. Simone le fixa du regard. Vous voulez que je sois responsable de la sécurité? Vous avez prouvé que vous possédez les compétences,
le souci du détail et le dévouement nécessaires pour protéger cette entreprise. Vous avez arrêté des criminels que les forces de l'ordre et les auditeurs professionnels avaient manqués. Vous avez sauvé Sterling Industries de pertes potentiellement catastrophiques. Quel serait le salaire? 350 000 $ plus des primes. Vous seriez sous mes ordres et siégeriez au comité exécutif. $350 000. Plus d'argent qu'elle n'aurait jamais imaginé gagner, pour un poste qui ferait d'elle l'une des personnes les plus influentes de l'entreprise. Je ne sais pas quoi dire. Dis-moi que tu vas y réfléchir. Prends ton temps. Mais Simone, sache que cette offre n'a rien à voir avec de la compassion pour ce que tu as vécu personnellement. Il s'agit de reconnaître un talent exceptionnel et de te confier le rôle que tu as déjà prouvé être capable d'assumer. Ce soir-là, Simone était assise dans son jardin, un verre de vin à la main, réfléchissant aux étranges tournants de sa vie. 2 ans plus tôt, elle était une épouse dont le mari la trouvait peu ambitieuse. On lui offrait maintenant un poste qui ferait d'elle l'une des cadres les mieux payés du secteur. James l'avait quittée parce que Tom Rodriguez l'avait convaincu qu'elle l'empêchait de réussir. Tom Rodriguez était désormais en prison fédérale, James risquait des années de prison, et on lui offrait un emploi plus rémunérateur que tous deux n'avaient jamais gagné ensemble. Parfois, la justice avait un sens de l'humour trop parfait pour être accidentel. Le procès de Tom Rodriguez, David Sterling et James Washington s'ouvrit 6 mois plus tard. Simone était le témoin principal de l'accusation, celle dont l'enquête avait révélé le complot et dont le témoignage allait expliquer au jury comment les accusés avaient volé des millions de dollars et trahi la confiance de leur entourage. Elle passa 3 jours à la barre, présentant au jury son analyse financière, expliquant comment elle avait retracé les paiements frauduleux et décrivant la manière systématique dont les accusés avaient exploité leur position pour voler de l'argent et vendre des informations confidentielles. Le plus difficile a été de témoigner au sujet de James. Elle a dû expliquer comment son ex-mari avait profité de leur mariage pour recueillir des renseignements sur Sterling Industries, comment il avait posé des questions apparemment anodines qui étaient en réalité des opérations d'hameçonnage pour obtenir des informations susceptibles d'être vendues à des concurrents. Madame Washington, a déclaré le procureur lors de son témoignage. Avez-vous déjà soupçonné votre mari d'utiliser des informations que vous lui aviez confiées sur votre travail à des fins criminelles? Non, a-t-elle répondu clairement. Je pensais qu'il s'intéressait enfin à ma carrière. Pendant des années, il avait semblé indifférent à ce que je faisais au travail. Quand il a commencé à poser des questions, j'étais contente qu'il semble s'en soucier. Que ressentez-vous d'avoir été trompé de cette façon? L'avocat de la défense a objecté et le juge a confirmé sa position, mais la question est restée en suspens. Qu'a-t-elle ressenti en apprenant que son mariage avait été détruit dans le cadre d'une conspiration criminelle? J'ai l'impression d'avoir été instrumentalisée, a-t-elle dit lorsque le procureur a reformulé sa question. Pas seulement par mon mari, mais par les 3 accusés. Ils me voyaient comme une source d'information, et non comme une personne. Ils étaient prêts à détruire mon mariage et mon bonheur pour accroître la rentabilité de leur opération criminelle. Lors du contre-interrogatoire de James, l'avocat de la défense a tenté de suggérer qu'elle en savait peut-être plus qu'elle ne le prétendait, qu'elle était peut-être une participante consentante qui cherchait désormais à fuir ses responsabilités. N'est-il pas vrai, Madame Washington, que vous rencontriez des difficultés financières dans votre mariage? A-t-il demandé. Nous vivions selon nos moyens, mais nous n'étions pas riches, si c'est ce que vous demandez. Et votre mari était insatisfait de votre style de vie? Il voulait des choses plus chères que ce que nous pouvions nous permettre avec nos salaires. Alors, quand il a commencé à gagner un complément de revenus, ça a dû être une bonne nouvelle. Je ne savais pas qu'il gagnait un complément de revenus grâce à des activités criminelles, dit Simone d'un ton ferme. Si j'avais su qu'il volait de l'argent et vendait des informations confidentielles, je l'aurais immédiatement dénoncé aux autorités. Mais saviez-vous qu'il pouvait soudainement s'offrir des choses qu'il ne pouvait pas se permettre auparavant? Quand ses dépenses ont considérablement augmenté, il m'avait déjà quitté pour une autre femme. J'ai supposé que sa nouvelle petite amie finançait son train de vie. L'avocat a tenté plusieurs autres approches, mais le témoignage de Simone est resté cohérent et crédible. Elle avait été victime du complot, et non complice. Lors d'une pause du procès, elle a aperçu James dans le couloir devant la salle d'audience. Il paraissait plus vieux que dans ses souvenirs, et les vêtements coûteux que Tom Rodriguez lui avait achetés avaient été remplacés par un simple costume qui semblait emprunté. « Simone, dit-il en s'approchant d'elle avec précaution. On peut parler?
Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. S'il te plaît, je veux que tu saches que je n'ai jamais voulu te faire de mal. Elle le regarda, cet homme qu'elle avait aimé, cet homme qui avait détruit leur mariage pour de l'argent, puis sa propre vie pour la même raison. Tu as accepté de l'argent pour espionner mon entreprise, James? Tu as recueilli des informations auprès de moi sous de faux prétextes et tu les as vendues à des criminels. Tu as contribué à voler des millions de dollars à mon travail. Comment est-ce que ça ne me ferait pas de mal? Je ne savais pas vraiment ce que Tom faisait au début, dit James avec désespoir. Il m'a dit qu'il ne faisait que recueillir des informations sur le marché, que c'était une étude de marché classique. Quand j'ai compris que c'était criminel, j'étais déjà trop impliqué. Quand as-tu compris que c'était criminel? James est resté silencieux un long moment. Quand David Sterling a été arrêté. C'est là que j'ai compris que Tom ne se contentait pas de recueillir des informations. Il volait de l'argent et manipulait des contrats. Et vous avez continué à percevoir les paiements pendant 2 mois encore après l'arrestation de David. J'avais peur. Tom a dit que si je cessais de l'aider, il dirait à tout le monde que j'étais impliqué depuis le début. Il m'a dit qu'il ferait croire que j'étais le cerveau et qu'il ne faisait que suivre mes instructions. Simone ressentit une lueur de sympathie pour cet homme, mais elle fut éclipsée par l'ampleur de son acte. « Tu aurais pu venir me voir, dit-elle. Quand tu as compris ce qui se passait, tu aurais pu me dire la vérité. J'aurais pu t'aider à trouver une solution juridique. J'avais honte. Et j'avais peur que tu me détestes. Je te déteste encore plus pour avoir menti que je ne te détesterais pour avoir dit la vérité. » James hocha la tête, l'air défait. « Je sais. J'ai fait le mauvais choix à chaque étape. J'ai détruit notre mariage pour de l'argent volé. Je t'ai trahi, toi et ton entreprise, par cupidité et faiblesse. J'ai tout gâché pour quelque chose de faux. Oui, tu l'as fait. Je suis désolé, Simone. Je sais que ça ne veut plus rien dire, mais je suis sincèrement désolé pour ce que je t'ai fait. » Elle le regarda un long moment, cet homme qui avait été son mari, qui avait été quelqu'un en qui elle avait une confiance absolue. « Je te pardonne, James, dit-elle finalement. Non pas parce que tu mérites le pardon, mais parce que garder la colère est épuisant, et que j'ai mieux à faire de mon énergie. Merci, dit-il, et elle vit des larmes dans ses yeux. Mais je veux que tu comprennes quelque chose. Vous ne m'avez pas seulement blessé. Vous avez blessé Richard Brennan, qui vous avait confié son gendre. Vous avez blessé les employés de Sterling Industries, dont les emplois ont été menacés par votre vol. Tu as blessé Catherine Williams, qui est tombée amoureuse de quelqu'un qui se servait d'elle. Les dégâts que tu as causés vont bien au-delà de notre mariage. Je sais, j'y pense tous les jours. Bien, tu devrais. Ce fut sa dernière conversation avec James Washington. Le jury a déclaré les 3 accusés coupables de tous les chefs d'accusation. Tom Rodriguez a été condamné à 15 ans de prison fédérale. David Sterling a été condamné à 12 ans de prison. James a écopé de 8 ans, une peine réduite, selon son avocat, en raison de sa coopération à l'enquête et de ses sincères remords. Simone n'a ressenti aucune satisfaction à voir James condamné à une peine de prison. Elle n'éprouvait aucune joie à sa chute ni aucune justification à sa punition. Elle ressentait seulement un sentiment de clôture, le sentiment qu'un chapitre difficile de sa vie était enfin complètement clos. Après le procès, elle accepta l'offre de Richard Brennan de devenir directrice de la sécurité de Sterling Industries. Sa première initiative a consisté à mettre en place un protocole de sécurité complet pour prévenir les fraudes systématiques orchestrées par Tom Rodriguez. Sa deuxième initiative a consisté à créer un système de signalement anonyme permettant aux employés de signaler des activités suspectes sans crainte de représailles. 6 mois plus tard, Sterling Industries avait récupéré la plupart des clients perdus au profit de Meridian Consulting Group. La réputation de l'entreprise a été renforcée plutôt que dégradée par sa réponse décisive à la fraude. Les clients potentiels ont perçu Sterling Industries comme une entreprise qui prenait la sécurité au sérieux et gérait les problèmes avec transparence. Le rôle de Simone en tant que responsable de la sécurité a fait d'elle une conférencière recherchée lors de conférences sectorielles et une consultante pour d'autres entreprises souhaitant renforcer leur propre protocole de sécurité. Elle était devenue exactement ce que James l'avait accusée de ne pas être, ambitieuse, prospère et influente dans le monde des affaires. Elle a réussi grâce à sa compétence et son intégrité plutôt qu'au vol et à la tromperie. 1 an après le procès, Simone fut invitée à prendre la parole à la Conférence nationale sur la sécurité des entreprises.
Sa présentation sur la détection des fraudes internes était devenue une étude de cas enseignée dans les écoles de commerce, et ces méthodes étaient adoptées par des entreprises à travers le pays. Debout à la tribune, face à un public composé de cadres, de professionnels de la sécurité et d'agents des forces de l'ordre, elle repensait au parcours qui l'avait amenée ici. 3 ans auparavant, elle était assistante de direction et son mari la trouvait peu ambitieuse. Aujourd'hui, elle était l'une des expertes en sécurité les plus respectées du secteur. La leçon la plus importante que j'ai tirée de l'affaire Sterling Industries, a-t-elle déclaré à l'auditoire, c'est que les criminels ont tendance à être sous-estimés. Tom Rodriguez a réussi pendant des années parce qu'il se présentait comme un employé loyal et prudent, soucieux uniquement des intérêts de l'entreprise. David Sterling a réussi parce qu'il semblait charmant et inoffensif. Il comptait sur le fait que les gens verraient ce qu'ils voulaient voir plutôt que ce qui était réellement là. Après sa présentation, elle a été abordée par une femme de la division des crimes en col blanc du FBI. « Madame Washington, je suis l'agent Patricia A. Je suis votre travail depuis l'affaire Sterling Industries et je voulais savoir si vous seriez intéressé par une mission de conseil pour nous sur des enquêtes de fraude en entreprise. Quel type de conseil? Nous constatons chaque année des fraudes de plus en plus sophistiquées. Les criminels parviennent de mieux en mieux à dissimuler leurs activités, et les méthodes d'audit traditionnelles ne suffisent pas toujours à les démasquer. Nous avons besoin de personnes qui comprennent à la fois l'aspect commercial et l'aspect enquête. Des personnes comme vous. » L'offre était intrigante. Travailler avec le FBI lui permettrait d'aider d'autres entreprises à éviter ce que Sterling Industries avait vécu. Cela lui permettrait également d'élargir ses compétences et de relever de nouveaux défis. « J'aimerais en savoir plus, » dit-elle. « Excellent. Je demanderai à notre directeur de vous contacter la semaine prochaine. » Ce soir-là, Simone dîna avec Lisa Chin, qui était devenue non seulement une ancienne patronne, mais aussi une amie proche et une mentor. « Alors, tu envisages de travailler pour le FBI? » demanda Lisa. « Consultation à temps partiel. Je conserverai mon poste chez Sterling Industries, mais j'apporterai également mon aide aux enquêtes fédérales lorsqu'elles ont besoin d'une personne expérimentée en sécurité d'entreprise. Cela me semble parfait pour vous. Vous avez toujours voulu faire la différence, et cela vous permettrait de protéger des entreprises dans tout le pays, et non pas une seule. » Il dînait dans le même restaurant chic où Simone avait fêté son premier gros client en tant que directrice des opérations 2 ans plus tôt. Cette fois, elle ne dînait pas seule. Elle s'était bâtie un réseau d'amis et de collègues qui respectaient son travail et appréciaient sa compagnie. « Puis-je te demander quelque chose? » demanda Lisa. « Tu as déjà pensé à sortir avec quelqu'un? 3 ans se sont écoulés depuis votre divorce. » Simone réfléchit à la question. Elle était tellement concentrée sur la reconstruction de sa carrière et de sa vie que l'amour lui semblait une distraction qu'elle ne pouvait pas se permettre. « Parfois, avouait-elle, mais je ne suis pas pressée. Je suis enfin à l'aise avec qui je suis et ce que j'attends de la vie. Je ne veux pas faire de compromis, à moins de trouver quelqu'un qui contribue à mon bonheur plutôt que de me forcer à me rabaisser. C'est très sage et très différent de votre approche des relations avant. Avant, je pensais qu'être un bon partenaire signifiait soutenir les rêves de l'autre, même si cela impliquait de renoncer aux miens. Maintenant, je comprends que la bonne personne soutiendra mes rêves autant que je soutiens les siens. Avez-vous eu des nouvelles de James récemment? Il est toujours en prison. Il pourra bénéficier d'une libération conditionnelle dans 4 ans s'il continue à bien se conduire. » Simone marqua une pause. « Je ne pense plus beaucoup à lui. C'est comme quelqu'un que j'ai connu dans une autre vie. » E.T. Catherine Williams? Elle a créé une fondation pour les femmes victimes de fraude financière. Elle intervient lors de conférences sur la façon de reconnaître quand quelqu'un vous exploite pour votre argent ou vos relations. Je pense que ce qui lui est arrivé a été un signal d'alarme. Il faut être plus prudent avec la confiance. Il semble que tout le monde ait tiré des leçons de cette expérience. Tout le monde, sauf Tom Rodriguez probablement. Certaines personnes n'assument jamais la responsabilité des dégâts qu'elles causent. En quittant le restaurant, Simone ressentit un profond sentiment de satisfaction. Elle avait un travail important, des amis qui l'appréciaient et un avenir plein de possibilités qu'elle avait hâte d'explorer. Son téléphone vibra, un SMS de Nina lui parvint. « J'ai vu ta présentation à la conférence en ligne. Je suis tellement fier de toi. » Maman et papa l'ont regardé 2 fois et papa a pleuré à chaque fois. Elle a souri en pensant à la réaction de sa famille face à son succès. Ils avaient toujours cru en elle, même lorsqu'elle avait perdu confiance en elle-même.
La semaine suivante, elle rencontra la directrice du FBI, Sarah Chin, sans lien de parenté avec son ancien collègue, pour discuter de cette opportunité de conseil. La rencontre se déroula bien. Un mois plus tard, elle travaillait sur sa première affaire fédérale, une fraude complexe impliquant plusieurs entreprises et des millions de dollars de fonds volés. Son expertise en matière de détection d'irrégularités financières et de compréhension des systèmes d'entreprise a fait d'elle un atout précieux pour l'équipe d'enquête. En 6 mois, ils ont identifié les auteurs et récupéré la majeure partie de l'argent volé. Vous avez un véritable don pour ce travail, lui a confié le directeur Chin après la résolution de l'affaire. Avez-vous déjà envisagé une reconversion professionnelle? Nous aurions besoin de quelqu'un avec vos compétences à temps plein. L'offre était alléchante, mais Simone avait trouvé l'équilibre parfait chez Sterling Industries. Elle appréciait son travail de consultante au FBI, mais elle adorait aussi son rôle de responsable de la sécurité et l'équipe qu'elle y avait constituée. Je suis satisfaite de ce contrat de conseil, a-t-elle déclaré. Cela me permet de bénéficier du meilleur des deux mondes. 6 mois plus tard, Simone figurait en couverture du magazine Corporate Security, nommé Cadre de l'année. L'article détaillait son enquête sur la fraude de Sterling Industries et son travail ultérieur pour aider d'autres entreprises à renforcer leurs protocoles de sécurité. Richard Brennan a encadré la couverture du magazine et l'a accroché dans le hall de Sterling Industries. Je veux que tous ceux qui entrent dans ce bâtiment voient à quoi ressemble un véritable leadership, lui a-t-il dit. Ce soir-là, Simone était assise dans son jardin, lisant l'article du magazine sur sa vie et sa carrière. La journaliste avait mené des recherches approfondies auprès de collègues, d'agents du FBI et d'experts du secteur. Simone Washington incarne un nouveau type de professionnel de la sécurité d'entreprise, concluait l'article. Elle allie expertise technique, sens de l'enquête et une éthique de travail qui la rend incorruptible. Partout aux États-Unis, des entreprises mettent en œuvre les protocoles de sécurité qu'elle a élaborés et les forces de l'ordre font appel à ses services pour leurs dossiers les plus complexes. Elle a transformé une trahison personnelle en triomphe professionnel, rendant ainsi le monde des affaires plus sûr pour tous. En terminant sa lecture, Simone repensa à la femme qu'elle était 3 ans plus tôt, anxieuse, définie par sa relation avec quelqu'un d'autre, craignant d'aller au-delà de ce qui semblait irraisonnable. Cette femme avait disparu, remplacée par une personne sûre d'elle, accomplie et respectée dans son domaine. Quelqu'un qui avait transformé la pire trahison de sa vie en fondement d'un succès sans précédent. James l'avait quittée parce qu'il la trouvait trop peu ambitieuse, trop peu impressionnante, trop faible. Il s'était trompé sur toute la ligne, mais son départ lui avait permis de découvrir de quoi elle était vraiment capable. Tom Rodriguez avait détruit son mariage parce qu'il la considérait comme un obstacle à ses activités criminelles. Il avait eu tort aussi. Elle n'était pas un obstacle à éliminer. Elle était la force qui finirait par le détruire. Parfois, ceux qui vous sous-estiment le plus finissent par vous offrir les plus beaux cadeaux. Ils vous obligent à leur prouver qu'ils ont tort. Ce faisant, vous découvrez des forces que vous ignoriez. Simone Washington était devenue exactement celle qu'elle était censée être. Et elle l'avait fait non pas malgré les trahisons subies, mais à cause d'elle. Elle était enfin, complètement, triomphalement elle-même.